France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Je suis vraiment plus que ravi de vous retrouver. D'ailleurs, en ce vendredi, nous sommes le 3 février. C'est parti jusque 18h30, ravi de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on vous propose une rencontre quelque peu inédite avec la baronne Bouchra qui est avec moi. Bonjour Bouchra. Bonjour. Comment ça va Bouchra? Très bien et toi? Ravi de te revoir. Merci. Toujours aussi Toi belle. aussi. Merci, c'est gentil. Avec monsieur Jean-Marc Zébélus. Comment ça va monsieur Jean-Marc? Bonjour Christophe, comment vas-tu? Bah écoute, impeccable. C'est un plaisir de te revoir et de faire cette émission avec toi, y compris avec Première fois que je suis la avec baronne Bouchra. Oui. Voilà, la baronne Bouchra que tu as l'honneur d'être à côté d'elle. Et un salut à tous les auditeurs et auditrices. Soyez fidèles, nous avons besoin de vous. Oui, c'est bien dit ça. Alors jusqu'à 18h30 avec l'ami Amar tout à l'heure qu'on va retrouver pour les événements de ce 3 février. Le journal de la CAN, ça y est, on connaît la finale. Cameroun-Égypte, c'est dimanche, évidemment, puisque le Cameroun a dominé le Ghana hier 2-0. C'était pas gagné d'avance cette histoire, mais très bien en tout cas, bravo aux Camerounais que l'on félicite. Et puis en guise de coup de cœur musical, aujourd'hui, je me suis dit, je n'ai pas résisté en écoutant un petit peu tout ce qui se passe en matière de politique, etc. à passer cette chanson. Les mêmes et on commence, les mêmes promesses, les mêmes mensonges, les mêmes tapes dans la caisse, les mêmes plonges, les mêmes sons dans la hesse, les mêmes manches, les mêmes manches. Voilà. Puis tiens, je ne résiste pas non plus à vous faire écouter juste le début de cette chanson. Écoutez. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Voilà, eh bien c'est peut-être pour bientôt. 01 40 33 pour nous rejoindre bien sûr, 01 40 33 9000 avec au programme de cette émission, bien sûr, le Premier ministre français Bernard Cazeneuve qualifie de possible attaque terroriste. Un militaire a été agressé ce matin au Louvre. À Paris, ses collègues ont riposté en ouvrant le feu sur son assaillant qui était armé d'une machette et envers et contre tous. Aussi, François Fillon poursuit sa campagne. Le candidat de la droite à la présidentielle pose aujourd'hui pour son affiche de campagne alors que les enquêteurs perquisitionnent au Sénat pour tenter de refaire la lumière sur les soupçons d'emploi fictif de son épouse, mais aussi maintenant de ses enfants. Et nous écouterons d'ailleurs tout à l'heure le reportage diffusé hier soir, ou plutôt un extrait, dans lequel Madame Pénélope Fillon, en 2007, déclare devant caméra qu'elle n'a jamais été l'assistante de son mari. Voilà, ça ne s'invente pas et pourtant il n'entend rien lâcher. François Fillon, nous y reviendrons. Le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure à 17h30 et puis la démocratie participative. C'est un dispositif assez inédit en radio. C'est pendant 10 minutes la possibilité de nous appeler en toute liberté. Comme la semaine dernière, j'espère avoir Hamid de Plaine-Sylvanie qui va nous appeler. 01 40 33 9000 00 33 1 40 33 9000. Vous pouvez nous appeler évidemment. Quel est le programme de monsieur Jean-Marc Zébélus aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous allons parler du salaire des députés, parce que c'est un petit peu d'actualité, les différents avantages en nature, hein, parce que c'est ce qui nous coûte le plus cher concrètement. Et puis on va parler aussi des murs, ces murs qui sont érigés à travers le monde, hein, qui sont pour moi des écrans de fumée. Des murs comme à l'image de celui que Donald Trump veut faire avec le Mexique par exemple. Tout à fait, mais il n'y a pas que celui-là. Il n'y a pas que celui-là évidemment. Ma chère Bouchra, de quoi Alors, allons-nous parler avec toi? Moi, je vais vous parler des enfants de parents séparés, divorcés, donc de cette souffrance que subissent ces enfants-là. Très bien. Et en guise de coup de cœur, j'aime beaucoup ton coup de cœur. Alors, le coup de cœur, en fait, rejoint mon avis tranché. Je vais vous faire une lecture du poème dit de Baran El Fakar de son recueil Bouillie la peau aime les mots. C'est beau. C'est beau et C'est ça beau, sera hein. bien pour terminer avant mes vacances. C'est parfait. Mais on enchaîne tout de suite sur France Maghreb 2 avec le zapping. Il est pas mal ce zapping, encore une fois. Le zapping, les moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, avec hier, lors du déplacement dans les Ardennes, François Fillon accueilli par les insultes devant les caméras de France Info TV. Fillon, voleur d'émission. Militants Nipal, pour que plus de là, à la chaîne de pain, à la boulangerie, enfoiré. L'homme a été plaqué au sol par les gardes du corps et un petit peu plus tard justement, à l'occasion de sa visite dans les Ardennes, voici son nouvel axe de défense hier soir. Actuellement sous le feu continu des attaques. Ces attaques contre un candidat investi et légitimé non seulement par les siens, mais par des millions de Français sont d'une violence inouïe. Du jamais vu sous la Ve République et même sans doute sous la IVe République, cette dernière était pourtant riche en barbouzeries politiques de toutes sortes. Ces attaques ne sortent pas de nulle part. Elles ont été soigneusement préparées. Elles ont été mijotées dans les arrière-cuisines de ces officines qu'on finira bien par découvrir un jour.
Voici ce que disait François Fillon un petit peu plus tôt lors de la campagne des primaires lorsqu'on lui demandait sa réaction concernant les attaques que subissait Nicolas Sarkozy. Et quand on choisit d'être candidat à l'élection présidentielle, on vient pas se plaindre ensuite de la violence des attaques. On les accepte comme malheureusement des scories de notre système démocratique et on les affronte. Pour finir ce zapping sur une note extrêmement positive et qui prouve une nouvelle fois la grandeur des hommes politiques canadiens, suite à l'attaque terroriste de la mosquée de Québec, un député demande pardon aux musulmans et est ensuite ovationné par ses collègues. Monsieur le Président, dimanche soir, un jeune homme a froidement et lâchement assassiné 6 autres hommes de chez moi. Khaled Belkacemi, Hazedine Soufiane, Abou Bakr Tabti, Abdelkarim Hassan, Mamadou Tanou Bari et Ibrahim Bari étaient des pères et des maris, des frères et des fils, des hommes droits, des hommes bons. Aujourd'hui, je veux offrir mes sympathies et toutes mes prières aux familles et à toute la communauté musulmane de Québec avec qui j'ai grandi et qui m'ont fait grandir à Sainte-Ursule, à Saint-Benoît, dans les Caravelles, à Rochebelle et toute ma vie durant. Aujourd'hui, je veux aussi leur demander pardon. Pardon d'avoir observé ces dernières années leur ostracisation et leur stigmatisation, d'avoir vu prendre racine dans le cœur de mes semblables la peur, la méfiance et la haine, d'avoir fait de mon mieux pour y répondre, mais de ne pas en avoir fait assez. Parce que si les mots ont des conséquences, les silences aussi ont des conséquences. Plus jamais. Vous êtes à Sainte-Foy chez vous, vous le serez toujours. Maintenant, j'espère sincèrement qu'ils trouveront la force, que vous trouverez la force dans vos cœurs, de faire ce que tant vous ont refusé et de voir à travers la noirceur qui plane sur notre société, la lumière qui y reste. Assalamu alaikum. Et cela a duré quelques minutes encore. Ce tonnerre d'applaudissements, ceci, force est de le constater, est impossible dans l'Assemblée nationale française. Je suis malheureusement forcé de vous le dire. Si un député C'était touchant quand même. Hein, demande pardon aux musulmans, il se ferait siffler à l'Assemblée nationale aujourd'hui en France. Nous ne sommes pas... Le Canada, c'est pas la France. Non mais je sais. C'est tout à fait logique, puisque le mal de la France, c'est le musulman. D'accord, c'est ce qu'on nous fait croire, c'est ce qu'on nous fait baver au niveau journaliste, au niveau institutionnel, au niveau politique. Donc, je pense que ce monsieur fait preuve d'humilité et surtout d'honnêteté intellectuelle, ce qui est très important. Et ce que, en ce moment, on voit plus ça en France. L'honnêteté intellectuelle, on ne sait plus qu'est-ce que c'est. Tout simplement. En tout cas, voilà, je sais pas si toi Bouchra, moi ça m'a interpellé, touché. Ah oui, c'est émouvant, c'est touchant. Et ça appelle à la révolte. Bravo aux responsables canadiens. D'ailleurs, hier il y avait les hommages, une cérémonie d'hommage aux 3 personnes sur 6 parce que 3 ont été rapatriés, 2 en Algérie, 1 en Tunisie. Les 3 autres donc enterrés au Canada. Une cérémonie d'hommage avec la présence du Premier ministre. C'était absolument grandiose. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller revoir. On vous a mis la vidéo sur le Facebook de la radio France Maghreb 2. Waouh, franchement, les hommes politiques de France, là, mais prenez-en de la bonne graine. Parce que là, pour le coup, voilà, ça fait du bien, quoi. La preuve que ce genre d'événement, enfin voilà, peut exister. C'est-à-dire que ensemble, justement, le vivre ensemble, parce que c'est vrai que quand on voit ce genre de pratiques, que ce soit dans les autres pays, enfin qu'ici, quand même, le pays des droits de l'homme. On en est très très loin, quoi. Mais moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est qu'on essaie de vendre un petit peu cette culture, cette démocratie soi-disant un petit peu à travers le monde, en disant c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, alors que nous ici, on a énormément de choses à se reprocher. Tout à fait. Et on menace perpétuellement, les hommes politiques, on menace perpétuellement le vivre ensemble, sans oublier les médias. Et quand on sait que le Canada a été français. Ouais. Le Canada était français. Faut pas l'oublier. C'est quand même bizarre, quoi. Alors donc, ça voudrait dire quoi? Qu'ils ont gardé que les bonnes valeurs. C'est ça. Et ils s'expriment en français, s'il vous plaît. En plus. Et avec, vous avez entendu le salam alaikum à la fin. Oui, oui. C'est ça, moi, qui m'a... C'est de l'humilité. Oui. Voilà.
Et Justin Trudeau, le Premier ministre aussi. De toute façon, le Premier ministre, moi j'adore. Ouais, quel grand homme, quel grand monsieur. Bon, ceci, on est en train de, à la limite, on est en train de parler de quelque chose qui devrait être tout à fait normal. Au même titre que les politiques français expriment leur condamnation la plus exemplaire lorsqu'il s'agit et lorsque ça touche la communauté juive. Mais alors, ils ont 1000 fois raison, mais qu'ils l'en fassent autant pour tout le monde. Et là, franchement, on aura grandi. Mais on en est malheureusement très loin. À tout de suite. On va parler de quelque chose qui s'est passé ce matin. Aujourd'hui, quand on crie Allahu Akbar, ça y est, c'est un attentat terroriste. Tout de suite. Oui. On y revient dans un instant. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous sur France Paris 2 jusqu'à 18h30 avec Jean-Marc Zébellus et la Baronne Bouchera aujourd'hui pour vous accompagner en ce vendredi. Bien sûr, pour parler d'actualité, alors on va parler de ce qui s'est passé évidemment un petit peu ce matin. Donc le Louvre bouclé, la rue de Rivoli qui le longe fermée, un militaire donc a été pris pour cible ce matin dans l'enceinte du musée parisien. Un homme a tenté de s'en prendre à une patrouille de l'opération Sentinelle. Les soldats ont ouvert le feu. L'assaillant a été blessé. Il était aux alentours de 10 heures. L'homme descendait les escaliers qui mènent au carrousel de la galerie commerçante du Louvre. Il portait 2 sacs à dos selon les premiers éléments de l'enquête. Cet homme s'est directement dirigé vers la patrouille de 4 soldats de l'opération Sentinelle en criant. Je vous laisse deviner. Il était armé d'une machette, peut-être d'une autre arme blanche. Un des militaires a été légèrement blessé au cuir chevelu. Ses collègues ont immédiatement riposté. 5 tirs ont été tirés au total. L'agresseur a été blessé au ventre. Il a été évacué par ambulance vers l'hôpital Georges Pompidou. Le quartier a été bouclé donc par les forces de l'ordre. Des stations de métro qui desservent le Louvre fermées pendant près d'1 heure et demie. Environ 1000 personnes se trouvaient à l'intérieur du Louvre à ce moment-là. Elles ont été mises à l'abri, confinées. Leur évacuation s'est bien passée évidemment juste après. Les services de déminage ont analysé le contenu des 2 sacs à dos de l'agresseur. Aucun explosif n'y a été retrouvé. Le Premier ministre qui évoque une attaque visiblement à caractère terroriste. François Hollande qui vient de déclarer à l'instant qu'il n'y a pas beaucoup de doute pour que ce soit une attaque terroriste. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est rendue tout à l'heure sur place. Elle a salué la réactivité, le professionnalisme des militaires de cette opération Sentinelle. Elle ajoute que le parquet antiterroriste a ouvert une enquête en flagrance. Donc concernant cette affaire, voilà un petit peu tout ce qu'il faut retenir, sachant et pour ajouter qu'il y a des perquisitions en cours actuellement dans le 8e arrondissement en lien de ce qui s'est passé ce matin. Voilà. Bon, une petite réaction peut-être sur cette... Alors, ouais, mais moi ils disent que c'est confirmé, que l'attaque terroriste est confirmée, mais moi je me... Enfin ça, ce sont les politiques qui parlent. Hein. Voilà, moi pour moi, enfin, je pense que c'est plutôt dû à... Ça peut être un déséquilibré, ça peut tout être... simplement, hein. Oui, mais de toute façon, je pense qu'avant de pouvoir s'affirmer, donner un qualificatif à cet acte, il faut d'abord entendre la personne concernée, ça c'est d'une part, voir qu'est-ce qu'il était, et puis c'est quand même un peu bizarre qu'on s'attaque à un homme armé. On a peu de chance de s'attaquer à un homme armé, de pouvoir s'en sortir, surtout quand ils sont plusieurs. Donc il y a beaucoup de questions, il faut rester à la prudence, à la modération. Tu veux dire qu'aujourd'hui c'est un peu suicidaire d'aller avec une machette face à des soldats qui sont armés. C'est pas c'est pas suicidaire, c'est dénoué de tout sens. C'est dénoué de tout sens. Faut quand même être barjot. Tous ces sites-là sont sécurisés. Donc pourquoi aller attaquer, enfin tout seul en plus. Ouais. Il a agi tout seul, donc du coup on voit bien que c'est pas... Et alors à chaque fois on nous sert, il aurait crié Allahu Akbar, hein, évidemment. De toute façon ça on a l'habitude. Et donc à partir du moment où on crie Allahu Akbar, c'est automatiquement... C'est qu'on est terroriste. Voilà, terroriste. Voilà. Peu importe nos convictions profondes, peu importe notre sensibilité, du moment qu'on dit ce mot, on est un terroriste. Bon, que voulez-vous? Malheureux. C'est malheureux, mais ça crée, en fait, ça continue à creuser le fossé entre les populations, entre les différentes communautés, et puis ça ne va pas dans le sens de l'unité du pays, parce qu'on a un État unitaire, ça crée vraiment de très gros problèmes. Et des grosses tensions. Et là, c'est reparti pour... on va en entendre... Oui, c'est reparti. Cela dit, donc il faut peut-être attendre. Ce qu'on peut reprocher aussi aux hommes et aux femmes politiques de ce pays, c'est d'être un peu trop réactif sans avoir le moindre élément. On n'attend pas le début d'une enquête pour déjà se qualifier un acte. Tout à fait. Moi, je me souviens par exemple qu'en Allemagne, ils ont été un peu plus prudents sur ce qui s'est passé. En Allemagne, ils n'ont pas parlé d'attentat terroriste tout de suite. Ils ont attendu d'avoir une enquête. Oui. Et, aux États-Unis, pareil. Quand il y a eu le Portoricain qui a commis son acte, au départ, on a parlé de quelqu'un déséquilibré. On a fait des recherches, des investigations, comme il se doit dans un pays démocratique,
un pays des droits de l'homme, on devrait d'abord commencer par cela. Suite aux investigations, faire confiance à la police et son travail, et ensuite pouvoir en tirer les conclusions. Et non de façon hâtive, donner tout de suite un qualificatif à cet acte. Voilà, donc si vous voulez évidemment intervenir, mais je pense qu'on peut pas non plus trop en dire parce qu'on n'a pas assez d'éléments d'abord pour en parler. Tout à fait. Juste voilà, on relatait un petit peu ce qui s'est passé ce matin. Et effectivement là, les spécialistes en tout genre vont pouvoir débarquer dans les chaînes de télé sans avoir la moindre information, sans être qualifiés pour autant. Mais vous avez toujours les spécialistes de je ne sais quoi d'ailleurs, le spécialiste du terrorisme, le spécialiste de l'islamisme radical, le spécialiste de je ne sais quoi. Même des pays, ils y ont jamais mis les pieds. Ouais, c'est incroyable quoi. C'est un truc de ouf. Mais bon, 01 40 33 9000. On va quand même parler de ce qui fait un petit peu la une de la presse, j'allais dire presque mondiale d'ailleurs, ce qui fait la risée de la France depuis à peu près une dizaine de jours. Et si on y rajoute un sondage, et c'est un sondage qui ne cherche pas à savoir si François Fillon, puisque c'est lui dont je parle, est coupable, mais s'il a raison ou non de tenir bon. Bien, le résultat de cette enquête, Odoxa a publié ce matin, est sans appel. 6 personnes interrogées sur 10 pensent que le candidat de la droite à la présidentielle a tort de ne pas renoncer à se présenter dès maintenant. Alors, la question est toute simple, et je vous la pose, Bouchra, Jean-Marc, ami auditeur. Doit-il maintenant, ça y est, aujourd'hui, dire ça suffit, j'abandonne, je jette l'éponge? Ah oui. Il lâchera pas. Alors, si il va tenter. Si on regarde les choses de façon objective, on pourra dire que ce monsieur a prôné haut et fort certaines valeurs, notamment en disant qu'il a été quelqu'un de très paternel, un bon chrétien pratiquant, avec des valeurs et des vertus. Ça a été un argument qui a été quand même assez important pour pouvoir justement gagner ses primaires. Donc il a surfé dessus. Et aujourd'hui, si on se rend compte de ces petits problèmes, ces dysfonctionnements, de ces visiblement abus, les choses qui n'ont pas été faites dans les règles, etc., dans les normes, on ne dit pas qu'il a commis un délit, mais on dit que ça n'a pas été fait dans les normes. Donc, théoriquement, il devrait faire comme ce qu'il demandait à M. Sarkozy, il devrait faire tout autant. Effectivement. Alors on va prendre Jawed avant de vous faire écouter quand même le document qui vient accabler complètement sa défense. C'est son épouse qui en 2007 déclare: je n'ai jamais été son assistante. Ça a été diffusé hier soir sur France 2 dans le cadre de le magazine Envoyé spécial, qui a d'ailleurs fait un record d'audience, Envoyé spécial, avec au moment de reportage sur l'affaire Fillon pratiquement 5,4 millions de téléspectateurs, ce qui est assez rare. Jawed qui nous appelle de Créteil. Salut Jawed. Salut à tous. Il est là. Bonsoir. Salut Jawed. Alors moi je vous appelais, ce serait pour réagir par rapport à l'attaque qu'il y a eu ce matin. Oui. Et en fait je voulais parler de plus des militaires en fait, parce que bon, où est-ce qu'elle est la légitime défense là-dedans? Parce qu'ils sont quand même... Avec les militaires, c'est pas la même notion avec de légitime défense avec les militaires. Attendez, en fait je connais un peu le système parce que j'ai fait l'armée pendant 5 ans. J'ai fait des missions Vigipirate, j'en ai fait une dizaine, donc je sais de quoi je parle. Ouais. Moi aussi, hein. Là. Ah, toi aussi. La légitime défense, parce que c'est des soldats qui sont quand même aguerris, ils ont des entraînements, ils ont du matériel, ils ont des bombes lacrymogènes, ils ont des tonfas comme les CRS peuvent en avoir. Et là, le monsieur, il vient avec une arme blanche. Ils ont riposté avec une arme de guerre. Donc j'aimerais bien comprendre. Je conçois tout à fait un homme avec un couteau. Il y a 4 individus qui devraient théoriquement le capable de le maîtriser. Ouais. Le maîtriser. Bah, bien sûr. Mais ils se sont appuyés sur ce qu'on leur attribue et voilà. Mais c'est vrai que c'est la question. Leur attribue, ils ont un tonfa, ils ont une bombe lacrymogène. Oui. Ils ont une préparation soi-disant de boxe, de combat, de corps à corps. On fait quand on est militaire, ce que j'ai fait en tant que commando, on fait des combats de corps à corps. On apprend à neutraliser quelqu'un. Vas-y Jean-Marc, lève-toi, on va faire un combat. Tout simplement. Et donc, ce que vous dites, Jawad, c'est dénoué de sens et c'est tout à fait légitime. Et quelque part, je partage. Mais ils vont toujours s'appuyer sur cette notion de légitime défense qui n'est pas pareil que pour les policiers. Mais vous avez raison. La légitime défense qu'on apprend quand on est à l'armée, c'est une action qui est immédiate et proportionnelle. Ça veut dire, on me met une claque, je mets pas un coup de couteau. On me met une claque, je mets une claque. On me braque avec une arme blanche. J'ai moi-même une arme blanche dans mon arsenal. Je réponds avec une arme blanche. Mais je vais pas aller lui tirer dessus 5 fois. Jawad, et en plus, je passe pour un héros. Jawad, je suis d'accord. Ce que vous dites, c'est vrai, c'est la vérité. Mais le problème, c'est que ils vont s'appuyer sur le fait de dire
que le but c'était mettre hors d'état de nuire. Chez les militaires, c'est comme ça. C'est mettre tout de suite hors d'état de nuire. Mais normalement... Je vois que vous avez fait l'armée. Hein. Oui, ben voilà. C'est hors d'état de nuire. Donc, c'est vrai, Jawad, ils auraient pu essayer de le maîtriser. Maintenant, est-ce qu'ils ont vu des sacs, ils ont eu peur? Je ne sais pas, mais il est vrai que la riposte est un peu disproportionnée, mais ils vont s'appuyer sur l'état d'urgence, etc., etc. Mais c'est ce que vous dites, je suis... C'est bien, Jawad. C'est très très bien. C'est légitime et c'est bien à propos. Merci en tout cas, Jawad. Bon, t'as fait l'armée, toi, alors, hein. T'es un bon soldat. Ouais, voilà, exactement. Merci, monsieur le soldat. À bientôt. Allez, bonne soirée. Au revoir. Après, je sais pas, moi, les soldats, ça reste quand même des hommes et que c'est vrai que lorsque t'es agressé comme ça de la sorte, bah, il y a peut-être pas des réflexes que tu devrais avoir en tant que professionnel, que t'as pas forcément, et voilà. Après, ça reste que des hommes, hein. Ça reste que des hommes et devant une situation, c'est l'émotion et c'est beaucoup de choses qu'il faut être capable de maîtriser. Gérer, voilà. Qu'il faut être capable. Je les défends pas, ces hommes, hein. J'ai vu un live sur Facebook de quelqu'un qui était sur place, qui filmait un passant. Devant le micro. Et pardon. Et c'est vrai que on voyait rien que les policiers en fait étaient vraiment en stress total, quoi. Ils étaient tous en panique. Donc c'est vrai qu'il faut savoir gérer. L'effet stress, c'est vrai que et puis là, c'était peut-être pas des gens qui sont habitués à faire des interventions quand même, c'est l'opération Sentinelle quand même. Oui, mais on prend un peu tout le monde dans les opérations Sentinelle. Ah d'accord, très bien. Brahim de Marseille nous appelle. Bonsoir Brahim, 01 40 33 9000. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Brahim. Bonsoir Brahim. Ouais, je voulais aussi réagir à ce qui s'est passé aujourd'hui sur les portes du Louvre. Ouais. Pauvres militaires. Alors ça veut dire que moi je suis terroriste 5 fois par jour, à chaque fois que je dis Allah Akbar. Ouais, mais vous allez pas avec un couteau essayer de planter quelqu'un. Ça dépend si c'est à l'Aïd. Mais on peut le comprendre comme ça aussi. On peut le comprendre comme ça aussi. Que ce serait un mot. Il y avait beaucoup de terroristes bannir. Aujourd'hui, voilà. C'est Gémois en plus. Enfin, il faudrait un peu que la France commence à ouvrir les yeux et commence à ouvrir ses oreilles et surtout leur cœur. Parce que sincèrement, voilà, on n'est pas des terroristes, on n'est pas tous des terroristes. Je pense que bon, l'acte est un acte pourri contre les forces de l'armée, mais à un moment donné, excusez-moi, on m'a donné mon café, hein, Christophe. Il faut condamner cet acte. Mais en revanche, bien sûr. Mais en revanche, il faut le. Comme je condamne tout tout acte. Ils ont été contre les musulmans en Corse. Tout à fait. Ça a été contre les musulmans dans les mosquées où c'est qu'on jetait des têtes de porc. Tout à fait. Voilà. Et je pense que M. Fillon, je pense que c'est assez aussi plus violent que l'attaque de cet après-midi. On lui a pas mis une balle dans le ventre. Oui. Je comprends tout à fait qu'on puisse se poser aussi des questions sur la riposte. Merci Ibrahim. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, hein. Du côté de Marseille. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes en vigilance. Là, il y a pas mal de vigilance au vent violent, notamment 3 départements, Seine-Maritime, Gironde, etc. Vigilance rouge pour des vents tempétueux. Voilà. Donc la nature aussi se déchaîne. Ahmed, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir à vos chroniqueurs. Je voulais juste un peu revenir sur ce qui a été dit. Oui. En fait, enfin d'après ce que j'ai entendu, je suppose que il y a tellement de sons de cloche. Enfin, ce que j'ai entendu, c'est que paraît-il, le militaire qui était menacé au préalable a vu ses collègues, enfin du moins, venir à la rescousse, et puis ils ont utilisé le close combat pour essayer de le mettre hors d'état de nuire, et puis c'est en dernier recours qu'ils ont tiré. Donc ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais c'est ce que j'ai entendu. Et donc bon, il y a ça, mais moi sur quoi je voulais revenir, c'est France Info qui a fait une édition spéciale, c'est-à-dire dès que vous voyez France Info, ils en parlent, j'allais dire 24 heures sur 24. Et ce qui est malheureux, c'est qu'en fait, moi ce que je trouvais pas normal, qu'ils continuent à en parler, qu'ils en parlent pendant et juste au moment où tout était en ordre, ça posait pas de problème. Mais en fait, c'est que j'avais entendu donc un responsable du ministère de l'Intérieur qui était interviewé à la fin, qui a dit maintenant c'est terminé, donc il est hors d'état de nuire, il a été emmené à l'hôpital comme vous l'avez bien précisé, Georges Pompidou, qu'il y avait une personne qui a été qu'ils ont plus ou moins suspecté d'être avec lui. Bon, je ne sais pas si cette personne a été relâchée ou pas, mais je suppose qu'il devait avoir une tête bronzée pour qu'il l'ait arrêté.
Mais ce à quoi je veux lui en venir, c'est que le monsieur lui avait rassuré que la circulation était de nouveau, c'est-à-dire libre, qu'il y a plus personne, enfin les gens roulaient normalement et tout, mais ils avaient conservé, je veux dire, cette émission qu'ils ont appelée comme s'il y avait, imaginez un peu qu'il y ait c'est-à-dire une prise d'otage et qu'on soit dehors à l'extérieur en train d'attendre un peu le déroulement ou quoi que ce soit. Et c'est ça que je trouve inadmissible, de voir un peu la démesure par rapport à un événement, et puis on ne sait même pas, parce que justement ce monsieur du ministère de l'Intérieur qui a précisé qu'il n'y avait plus aucun danger, il avait dit mais nous sommes enclins à suspecter ce personne d'être un terroriste, parce qu'il a dit Allahu Akbar, ce que vous avez dit tout à l'heure d'ailleurs. Et c'est ça justement. Non, Ahmed, si vous permettez, je voudrais, parce que là c'est quand même important, vous signaler que le CFCM qui tarde pourtant à réagir, là n'a pas tardé. Pour le coup, avec ces quelques lignes dont je vous propose d'écouter, je vous fais la lecture. Communiqué, donc c'est intitulé communiqué du CFCM, communiqué de presse. Le CFCM a appris avec consternation la tentative d'attaque qui a visé ce matin le carrousel du Louvre avec l'utilisation d'une arme blanche et blessé un soldat de l'opération Sentinelle. Suite aux coups qui ont été portés par l'assaillant. Le CFCM condamne avec la plus grande vigueur cette attaque qui visiblement a caractère terroriste, comme l'a souligné monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve. Le CFCM salue la vigilance et le sang-froid des forces de sécurité qui ont permis de neutraliser l'attaque et éviter ainsi à notre pays une nouvelle tragédie. Fait à Paris le vendredi 3 février 2017, le bureau du CFCM signé par son président Anouar Pibèche. Ce qui veut dire, si vous me permettez, nous sommes le seul pays à savoir exactement, avant qu'il y ait une enquête, exactement ce pourquoi la personne, elle a fait tel ou tel acte, je veux dire répréhensible ou pas. Et c'est ça que je trouve inadmissible. Alors je juge pas. Moi je veux dire que ce communiqué, si vous permettez, est quand même un tout petit peu choquant, parce que ils reprennent directement ce qu'a dit le ministère. Ils peuvent tout autrement dire, dénoncer cet acte, se désolidariser, condamner cet acte sans aucune réserve, mais en revanche, déjà rentrer dans un qualificatif de terrorisme visiblement, je pense que pour l'instant on parle pas de ça. Il faut laisser les investigations se François faire. Hollande et Cazeneuve qui en parlent. Voilà. Ouais. Et il faut pas reprendre les choses. Le CF est censé représenter une partie des musulmans, si c'est pas tous les musulmans, mais au moins faut pas aller non plus dans le sens du ministère qui fait que taper sur les musulmans de par leurs déclarations, parce que vous avez des gens qui écoutent ces émissions qui ne sont pas informés, qui retiendront qu'une chose, c'est qu'il y a eu le mot Allahu Akbar, et que Allahu Akbar, quand on dit ça, c'est du terrorisme. C'est-à-dire que vous allez rentrer à un endroit, vous allez crier Allahu Akbar, eh bien vous allez voir, tout le monde va se planter. Eh ben c'est exactement, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est exactement ça. Ça veut dire que celui qui va je vais dire voler une vieille ou quoi que ce soit, il va dire Allahu Akbar, ce sera un musulman. Tout à fait. C'est tout à fait. C'est quand je vais terminer si vous me permettez. Ce qui est terrible, c'est les hommes politiques. Moi, je vous dis, c'est un responsable du ministère de l'Intérieur qui a dit ça. C'est terrible parce que quand un journaliste le dit, bon, à la limite, on est habitué à cela, mais quelqu'un qui représente l'État qui dit ça, alors qu'il n'y avait même pas d'enquête ni quoi que ce soit, je trouve que c'est malheureux. Je vous remercie. Merci Ahmed. À bientôt. Merci beaucoup. 01 40 33 9000, beaucoup d'appels ce vendredi. Je rappelle que la semaine prochaine, le grand forum sera en mode best-of. Bien sûr, on sera là sans être là, quoi. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir aux auditeurs, auditrices, et bonsoir monsieur. Moi, je rejoins tout à fait. Alors, je trouve. Et madame, alors, Kamel. Merci. Pardon, il y avait une dame. Pourtant, Kamel, vous êtes quelqu'un de très galant. Je ne comprends pas. Déjà à plusieurs reprises en défaut, alors que bien évidemment la bienséance l'exige. Madame, je vous salue. Merci. Voilà. Alors. Non, je savourais les paroles de ce monsieur dont j'ai pas retenu le nom, mais je suis effectivement d'accord avec vous. Alors je vais vous dire pour quelle raison. Le CFCM, c'est un organisme, alors monsieur, je tiens à vous le dire, ne représente pas les musulmans. J'ai dit une partie, J'ai dit les adhérents, une partie. Les adhérents, même pas une partie, les adhérents de leur association. Je le précise et je le souligne, c'est très important et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on n'a pas été consulté, on est dans un pays démocratique. Si les musulmans n'ont pas été consultés pour se voir représentés, c'est-à-dire qu'ils puissent choisir d'eux-mêmes, on n'a pas à dire que voilà, cette structure ou ce monsieur représente les musulmans. Et c'est un combat que je mène avec d'autres pour remettre les choses en ordre. Les gens choisiront, les musulmans de France choisiront leurs élus, leurs responsables, et c'est comme ça que les choses devront se passer. J'aimerais rajouter, si vous me le permettez, si tu me le permets, Christophe, j'aimerais dire que tu sais qu'on organise, et je le dis comme ça au passage, mais je profite de cette occasion puisque tu viens de parler du CFCM. Oui. Ça fait 3 ou 4 jours
qu'on essaie de les joindre. J'ai laissé d'ailleurs des messages sur la boîte de ce monsieur. Ils sont injoignables. Non, mais c'est très important. J'ai laissé des messages sur la boîte de ce monsieur, l'invitant et lui donnant l'information de ce rassemblement que nous faisons ce dimanche à 15h devant l'ambassade des États-Unis. Devant l'ambassade des États-Unis, bien évidemment un rassemblement pacifique, mais tout simplement pour marquer effectivement notre indignation par rapport à tout ça. Simplement, il se trouve que là, et comme vient de le dire le monsieur qui t'accompagne, effectivement, ils reprennent finalement les messages qui émanent de la direction de tel ou tel ministère. Je crois qu'on peut pas s'enorgueillir d'être comme ça. Je crois qu'il faut rester entier, droit dans nos bottes, de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Nous n'avons pas à être d'un parti ou d'un autre, ou d'une tendance ou d'une autre. Voilà, les musulmans n'ont pas à être comme ça, stigmatisés, pris en otage. Je crois que c'est une manière aussi de les insulter en agissant de la sorte. Et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, c'est très important. Il n'est pas question de quémander quoi que ce soit. Il faut rester droit, il faut que nous soyons ensemble unis et aller de l'avant. Condamner ce qui est condamnable, certes, mais pas être les supplétifs de tel ou tel parti politique ici en France. Voilà, nous sommes des citoyens français, de confession, de culture, c'est tout, et il faut que cesse un petit peu toute cette stigmatisation. Mais nous n'avons pas à la tête d'association des gens dignes de ce nom. Il va falloir que ça change, messieurs et mesdames. Nous vous le disons très fortement. C'est ce qui se dit aujourd'hui dans cette communauté, communauté. C'est très important. J'en bafouille parce que je suis outré de voir des choses comme ça. Merci Kamel. Merci encore une fois de m'avoir donné la parole. Merci Kamel. Bonne fin de journée, bon week-end. Je précise qu'actuellement des perquisitions ont lieu donc dans le 8e arrondissement rue Pomponne, c'est ça? Pontieux. Commerce, rue bouclée, hein, donc évitez le quartier, tout est bouclé. Commerce fermé, rue fermée, donc visiblement il y a des perquisitions liées à ce qui s'est passé donc ce matin dans le 8e arrondissement. Tiens, ça change du 9-3 et compagnie. 01 40 33 9000. J'aimerais est-ce que un de vous deux peut aller voir sur le site du CFCM en direct, comme ça on le fait, pour voir si il y a eu un communiqué depuis dimanche sur l'attaque terroriste, là, pour le coup ça en est une, concernant la mosquée de Québec. Même si tant est que ça soit pas en France, mais quand même. Pour voir, hein, juste pour voir quand même. Hein, le temps, on va peut-être prendre un auditeur le temps. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Mehdi de Paris. Salut Mehdi, bienvenue à toi. Qu'est-ce qui se passe, Mehdi? Oui, bonsoir mesdames, messieurs. 2 petites minutes, c'est juste pour vous dire que, je sais pas, chacun de nous, quand on nous dit, par exemple, la France, le pays des droits de l'homme, qu'est-ce qu'on ressent au fond de nous-mêmes en se disant qu'est-ce qu'elle a eu la France comme histoire depuis 400, 500 ans, 600 ans, ne serait-ce que du colonialisme, de l'esclavagisme, hein, et j'en passe, c'est des meilleurs. Je ne renie pas, je ne suis pas haineux contre mon pays ou quoi que ce soit, mais je me pose des fois des questions et je me dis franchement cette liberté, égalité, fraternité qu'on essaye de nous bassiner à longueur d'année avec, je sais pas vraiment si elle y est vraiment en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Merci pour ton cri du cœur, Mehdi. Salut à toi, ciao. À bientôt. Jean-Marc? Non, je n'ai rien vu. Donc tu as été sur le site du CFCM? Oui, tout à fait, je suis sur le site, il n'y a rien de nouveau. Voilà. D'accord. Ils ont mis le communiqué de presse quand même, non? Non, j'ai pas de communiqué de presse. Communiqué de presse, on rappelle, on indique aux auditeurs, c'est juste un communiqué qu'ils envoient à la presse, hein. Voilà. Mais sur le site, c'est quoi le dernier article qui date de quelle date? 23 juillet 2016, Radical Minutso. Très réactif, hein, du côté du CFCM. Bravo les gars, hein. 01 40 33 9000. Faut embaucher un webmaster d'urgence, hein. Tiens, Bouchra pourrait peut-être vous aider, hein. Si vous avez besoin. Manager. Par contre, il y a de la pub pour le Hajj, hein. Ça, le Hajj, il y a beaucoup de pub, hein. Ah bah oui, ça c'est du business, ça, oui, hein, bien sûr. 01 40 33 9000. Voilà. Bon, c'était juste pour une petite info. Je voulais faire une petite vérification en direct. 01 40 33 9000, n'hésitez pas. On parle évidemment de ce qui s'est passé ce matin, mais aussi on parlait de Fillon un petit peu quand même. Et un petit peu aussi, si tu me permets, Christophe, il y a quelque chose aussi qui est quand même assez embêtant. Hier, nous avons eu une émission qui était censée être de très grande écoute, c'est-à-dire qu'on nous a fait de la pub, une émission qui était censée faire le buzz. Tu parles d'envoyé spécial? Tout à fait. Ouais. Donc cette émission nous a parlé du cas Fillon. Ouais. Mais ce qui me dérange, c'est dans cette émission, on a inclus
encore quelque chose qui fait recette. Les histoires du djihad, etc. C'est quand même embêtant C'est quand même embêtant que c'est là on en profite aussi pour pouvoir mettre encore ce problème. C'est quoi que tu reproches? C'est le fait d'en parler ou c'est le fait de... Non, mais c'est le fait à l'heure de la grande écoute, encore mettre ce sujet avec. Il n'y avait pas besoin de ce sujet, on pouvait le mettre un autre jour. Oui, mais moi je suis un peu partagé par rapport à ça. Je veux bien. Il faut le faire. Je veux bien entendre ce genre de remarque, elle est tout à fait légitime. Par contre, aujourd'hui, de nier une certaine vérité qu'il y a au sein de cette jeunesse qui est complètement perdue, qui s'est laissée endoctriner par des cinglés qui sont à l'autre bout du monde et qui veulent déchirer des familles. Parce que moi, j'en connais personnellement des filles qui sont parties. J'en ai connu aussi. Voilà, on en connaît tous. Il faut en parler. Des familles en détresse. Le reportage, il était pas mal en lui-même. Mais bon, il y a quand même quelque chose de clientélisme quelque part. On pourrait le passer mercredi prochain. Ben voilà, c'est ce que je suis en train de dire, tout simplement. Et on oublie Fillon. Mais on retient ça quand même. Ouais. On oublie le cas Fillon et on retient que ça. Si on vous parle de l'émission, on retiendra que ça. Allez, un dernier appel avant la pub. Bonsoir. Allô, bonsoir. Très bien. Bon, ciao, à bientôt. Quand tu seras décidé à parler, il y a pas de problème. Tu nous rappelles quand tu veux. 01 40 33 9000 en direct sur France Maghreb 2. Bien sûr, on est là avec Jean-Marc Zébélus, avec qui on va découvrir dans un instant le salaire des députés. On en parle beaucoup d'ailleurs en ce moment. Et puis on va écouter d'ailleurs cet extrait de ce reportage d'envoyé spécial concernant donc les révélations de Pénélope Fillon, qui en 2007 donc a déclaré devant une journaliste britannique qu'elle n'avait jamais été l'assistante parlementaire de son mari, ni à avoir participé à la communication de son mari. Simplement distribuer quelques tracts pour des campagnes pour lesquelles elle l'accompagne. Donc vous allez entendre tout cela, ça va compliquer un peu les affaires. Et pourtant, ça n'empêche pas François Fillon aujourd'hui de faire de poser pour sa photo officielle pour sa campagne. Incroyable. En même temps, perquisition au Sénat, et il semblerait que le président du Sénat soit en train de le lâcher. Donc visiblement, ça commence à faire beaucoup. Bouchra qui va nous parler des problèmes de divorce dans un instant. Des enfants, oui, évidemment. Ça concerne évidemment une multitude de familles. On y revient dans un instant. Soyez à l'écoute, le Grand Forum, on est là pour vous accompagner. C'est une émission qui n'existe pas ailleurs, hein. Cherchez pas. Voilà, l'authenticité, le direct, la réactivité, on est là, c'est chez nous que ça se passe. LGF, le Grand Forum, avec Bouchra la Baronne qui nous met bien, parce qu'elle nous a ramené le thé et tout, Jean-Marc, on est bien. Ah, on est très très bien. Il est très bon ce thé d'ailleurs. Je suis vraiment enchanté de la connaître. Attends. Merci. C'est bon, quand c'est très, chaud très en bon. plus. Ah oui, c'est bien chaud là, c'est parfait. Pour moi qui pars au sport d'hiver demain, ça réchauffe d'avance. Voilà. Bon, je vous promets de revenir en pleine forme sans même me casser. Il y a intérêt, on a besoin de toi, les auditeurs aussi. Alors, on va passer maintenant aux avis tranchés. Avis tranchés, c'est votre chronique, les chroniqueurs ont carte blanche sur le sujet de leur choix. On y va, c'est parti avec le jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. À la demande générale de Bouchra, on va commencer par Jean-Marc Zébélus, donc, pour nous parler du salaire des députés, Jean-Marc. Je voulais être galant, mais bon, ce sera considéré comme... Alors, je voudrais parler un petit peu de ça, sachant que ces députés sont au nombre de 177, très exactement. Ils sont élus pour 5 ans, au suffrage universel direct. Pardon, 577. 777, tout à fait. Et peuvent se présenter à cette élection tous les Français des deux sexes, âgés d'au moins 18 ans, jouissant de leurs droits civiques et ne relevant pas d'un des cas d'inéligibilité personnelle, professionnelle fixés par la loi. Donc c'est mort pour Serge Dassault, par exemple. Il a beaucoup d'argent, donc c'est compliqué. L'État verse 530 millions d'euros à l'Assemblée nationale. Ce sont des députés eux-mêmes qui décident de ce montant et de la manière dont il est dépensé. Surtout, c'est important. Donc, c'est en application de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Les Français établis hors de France sont également représentés par l'Assemblée nationale depuis le renouvellement général des 10-17 juin 2012 concernant la loi et non plus seulement au Sénat. Le libre exercice du mandat du parlementaire ne saurait être garanti par la seule indépendance juridique, facteur essentiel de la démocratisation des régimes politiques. L'indemnité parlementaire est destinée à compenser les frais inhérents à l'exercice du mandat. Elle permet à tout citoyen de pouvoir prétendre entrer au Parlement et garantit aux élus les moyens de se consacrer en toute dépendance aux fonctions dont ils sont investis.
Mais il y a quelque chose qui m'interpelle par rapport à ces arguments. Vous avez souvent des députés qui vous disent c'est normal qu'on soit si bien payé, c'est pour éviter la corruption. Alors, le machiniste qui est payé très peu aussi, il est corruptible. Le plombier qui a du mal à gagner sa vie, il est corruptible puisqu'il gagne pas assez sa vie. Donc alors je ça pense... dépend lequel, hein. C'est celui qui vient de changer ton joint à 3h du matin et qui t'en met pour 400 €. Non, mais je veux dire qu'en règle, oui, c'est comme partout dans le monde, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien. Oui. C'est comme tout métier. Mais je trouve que c'est un argument qui ne tient pas la route, car tout le monde est corruptible à tous les niveaux. Donc, dans ce cas, il faut augmenter les salaires pour tout le monde pour qu'ils ne soient pas corruptibles. Donc, le revenu des députés se divise en 3. On a une indemnité de base, l'indemnité de logement et l'indemnité de fonction. Alors, faut savoir que aujourd'hui, le salaire des députés est environ de 5 514, c'est l'indemnité de base, 68 € net dans la poche. Ils peuvent prétendre aussi à l'indemnité de logement qui est de 165,44 €. Ils peuvent aussi l'indemnité de fonction quant à elle se monte à 25% de l'indemnité de base, soit 1420 €. À noter que cette partie n'est pas imposable. Ah oui. Ensuite, vous avez aussi la possibilité, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, comme n'importe quelle fonction, ils peuvent aussi demander le supplément familial de traitement. Ce supplément mensuel est calculé en fonction du nombre d'enfants et contient une part fixe déterminée, une part proportionnelle à l'indemnité de base. Un enfant, c'est 2,29 € pour la part fixe, aucune part proportionnelle. 2 enfants, c'est 10 € pour la part fixe, 3% de l'indemnité de base pour la proportionnelle, montant minimum 73,04 €. Alors 3 enfants, c'est 15 €. Enfin, on va pas trop s'étaler dessus. Donc au-delà de 3 enfants, par enfant supplémentaire, on rajoute encore 4,75 €. Ensuite, ils ont aussi le supplément de 203,77 €. Exemple, pour 5 enfants, on aura 24,38 €. Voilà. Ensuite, les moyens matériels, ils permettent aux députés d'exercer leur mandat et ils sont censés correspondre à leurs propres besoins, difficile de faire plus flou et modifiable à souhait. Le crédit pour les collaborateurs, c'est une somme allouée à la rémunération des collaborateurs du député qui peuvent être au nombre de 1 à 5. Ce montant s'élève à 9 504 € bruts par mois. Et le député a le statut d'employeur et fixe la rémunération et les conditions de travail de chacun de ses collaborateurs. C'est pour ça qu'elle a exposé l'enveloppe, Pénélope. S'il veut prendre un seul collaborateur qui ne fait rien et qui est payé 9 504 € par mois, aucun souci, on ne lui dira rien. Ouais. Le meilleur, c'est que cette somme est toujours allouée entièrement, quoi qu'il arrive. Si le député ne l'utilise pas complètement, elle ira dans le budget de l'Assemblée ou plus fort, elle peut la léguer à son groupe politique qui s'en servira pour payer ses employés avec les mêmes règles appliquées aux députés. C'est lui le patron de toute façon, il fait ce qu'il veut. Donc, il y a les privilèges suivants qui sont l'Assemblée nationale prend en charge le déplacement en train en première classe et les frais liés à la coucherie, couchette, voiture-lit. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, chaque député a sa carte nominative pour ça. Oui, eh ben oui. Si un député du Nord fait Bordeaux-Marseille en TGV première classe pour une raison tout autre que son mandat, c'est gratuit. L'Assemblée dispose d'une douzaine de voitures à disposition des députés pour leur déplacement du Palais Bourbon vers tout Paris et les aéroports. Les taxis sont remboursés pour les mêmes déplacements et un plafond annuel. Ah, là, on ne sait pas quel est ce plafond annuel. Ça, mystère quid. Il dispose d'une carte nominative d'abonnement à l'ensemble du réseau RATP s'il le demande. Le transport. Un député qui prend le métro, n'a pas beaucoup. Oui, mais certains peuvent s'en servir pour lui. Oui. Le transport aérien pour les députés métropolitains, 80 allers-retours par an entre Paris et sa circonscription. 12 allers-retours, quel que soit le départ et destination en France métropolitaine. Envie d'un petit week-end dans le sud, y a pas de problème, tranquille, hein. Ouais. Pour les députés d'outre-mer, un crédit équivalent à 26 allers-retours en classe affaires entre Paris et la circonscription et 8 allers-retours pour une destination en France métropolitaine. Donc, on constate quoi? On constate que ces personnes qui votent eux-mêmes le budget, qui votent comment pouvoir le dépenser, on leur laisse, il n'y a pas de garde-fou. Ils ont la possibilité de faire les choses comme bon leur semble. Donc, à ce moment, on a une affaire qui fait l'actualité en ce moment.
où on se dit bon, il n'y a pas des lits, il y a des lits et tout, etc., etc. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de garde-fou. Donc on a une enveloppe, on a une somme allouée, on fait ce que bon nous semble, comme on le veut. On devrait être un exemple théoriquement. Et puis on nous demande de nous serrer la ceinture. Oui, pour l'État, on veut serrer la ceinture dans notre propre bien, dans celui de nos enfants. En revanche, ceux qui votent les lois pour pouvoir nous demander de faire ces efforts, faudrait que ça commence d'en haut, et ensuite que ça vienne d'en bas, qu'ils puissent nous donner l'exemple, parce que il y en a marre qu'il y ait des gens qui ont du mal à se nourrir, qui ont du mal à se loger, et qui voient tous les jours tous ces privilèges qui sont accordés. On a 577 députés, ce qui est beaucoup moins sur les États-Unis, ce qui est en Allemagne c'est différent parce qu'on n'a que le Parlement, on a la Bundestag et on a aussi une autre chambre qui fait un faux fils de sénateur, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Donc déjà là, si on a réduction de budget, etc., etc., il faudrait qu'on passe déjà par ça. C'est indispensable parce que ce sont nos représentants, c'est eux qui vont nous défendre par rapport à tout ce dont nous avons besoin dans la société, tout simplement, et notamment pour leur couverture sociale. Il faut savoir une chose aussi, c'est que ils n'ont pas le même régime que nous. Au niveau de leur retraite, c'est beaucoup plus tôt. Bon, on va pas rentrer trop dans les détails parce que ça va être trop loin. Mais il faut savoir une chose, le montant de la réserve institutionnelle de l'Assemblée nationale a été fixé en 2014 à 5,5 millions d'euros. En 2012, le montant de la réserve parlementaire qui inclut la réserve institutionnelle était de 90 millions d'euros. Donc, il faudrait que nous, les citoyens, c'est nous qui payons des impôts, c'est nous qui payons de la TVA, parce que n'oubliez pas, même si vous payez pas d'impôt sur le revenu, mais vous payez quand même de l'impôt concernant la TVA, pas mal de choses, vous participez quoi qu'on dise. Donc, il faudrait que nous, les citoyens, nous soyons beaucoup plus vigilants et que nous faisons dorénavant attention, pas aux paroles, mais aux actions. C'est-à-dire, va falloir que ces parlementaires qui nous représentent, qui sont certes tout à fait honorables dans leur majorité, qui font preuve de rectitude, qui font preuve de dévouement, il faudrait qu'il soit fait un nettoyage, qu'ils ne salissent pas derrière les gens qui ne sont pas corrects, les gens qui sont dénoués de tout sens moral et éthique. Faudrait qu'il les dénonce aussi, ces gens. Et je dois dire que le président de la commission dispose aussi de 260 000 euros. Le président de l'Assemblée nationale de 520 000 euros. Concernant l'attribution de subventions, d'accord, le président de l'Assemblée nationale, il touche plus de 20 000 euros. Donc, à un moment donné, en plus, je ne parle pas du cumul des mandats. Il y a encore la possibilité d'avoir le cumul des mandats. Mais plus pour très longtemps. Quand on est maire. Mais, plus pour très longtemps, mais pour l'instant, rien n'a été fait concrètement. On ne sait pas si ce sera remis en question. Donc, il faudrait faire un petit peu de ménage pour nous donner aussi du courage, pour qu'on puisse retrouver confiance, pour qu'on soit positif. On a besoin de ces choses pour que nous soyons positifs. On a besoin d'y croire en un lendemain meilleur. On comprend maintenant pourquoi il y a beaucoup de monde qui se porte candidat pour l'élection législative. Oui, et puis il faut se dire, est-ce que c'est pour rendre un service ou est-ce que c'est pour soi-même? Oui. Tout simplement, est-ce que je veux être député pour moi, pour mon propre bien, ou est-ce que je veux rendre service à la nation? Est-ce que je veux me dévouer pour la cause concernant les citoyens qui m'ont élu, qui m'ont donné mandat, qui m'ont donné la possibilité de le représenter? Et c'est très important. Il va falloir que nous ingérons un peu plus dans la vie politique et que nous demandons de nous rendre des comptes à nos élus. Bouchra, ces chiffres t'ont pas fait trop mal à la tête? Si. Moi qui travaille dans le social, je peux vous dire que là, mais de toute façon, je m'en doutais, mais comme a dit Jean-Marc à l'instant, c'est vrai pour avoir confiance, il va falloir que justement qu'ils nous rendent des comptes et qu'il y ait plus de transparence, parce que c'est vrai que du coup nous quand on regarde, même par exemple dans le social, là, on voit toutes les subventions qui ont été sucrées. Sincèrement, alors que c'est pour venir en aide aux plus démunis. Donc la souffrance, je dirais, c'est un jeu de mots, la souffrance, on l'oublie énormément. Je veux dire, les hommes politiques, je pense que c'est pas leur priorité.
Ils pensent pas, alors que ça devrait être une priorité aujourd'hui en France, pays des droits de l'homme. Alors vous savez tout presque maintenant sur les privilèges qui sont accordés donc à ces messieurs et mesdames les députés. Bien sûr, c'est pas mal, hein. Franchement, on a connu pire. Mais c'est pas pour autant que je voudrais me présenter ou être. Non, mais c'est jamais de la vie. C'est très juste, ça a été dit, ce que dit Bouchra. C'est vrai que le monde, les associations ont vu le jour, sont très importants sur le terrain et vont là où l'État a renoncé. C'est-à-dire que sans ces associations qui prennent le relais, ce serait une véritable catastrophe. Et souvent dans les associations, bien sûr, il y a toujours des brebis galeuses, mais en majorité des gens, ils le font par conviction, parce qu'ils ont une conviction, ils essayent de se rendre utiles. Quand on regarde le nombre de bénévoles. Tout à fait. Donner de soi. Quand on regarde le budget généré par ces associations, les réductions de budgétaires qui sont faites, les attributions qui sont devenues peu compliquées. Et aujourd'hui, ils veulent plus des associations privées, ils créent des associations publiques. Et pour pouvoir obtenir un budget, c'est un casse-tête phénoménal. Et puis ils demandent aux petites associations de fusionner avec des grandes. Enfin, c'est juste une catastrophe. Et le dernier débat là qui avait eu lieu, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc quand c'était justement par rapport à tout ce qui était, je sais plus si c'était par rapport aux personnes qui errent dans la rue, en tout cas, ou d'une cotisation ou en fait, ce qu'ils expliquaient eux-mêmes. En fait, qu'il fallait justement aider les associations, donner plus les moyens aux associations qui viennent en aide justement aux personnes sans abri et autres, parce que je veux dire, au lieu de donner directement aux personnes concernées, qui sont les personnes en grande précarité, les personnes à la rue, c'est plutôt justement d'alimenter ces associations qui sont là sur le terrain. Ouais. Et voilà, quand on voit le nombre de bénévoles qui explose, quand on regarde le nombre de maraudes qui est fait, enfin voilà, je veux dire, les citoyens sont là. Sont présents, mais le problème c'est que au-dessus justement, ça suit pas. Ça suit pas, c'est malheureux. Avant de retrouver ton avis tranché, on va prendre l'avis du docteur qui nous appelle et qui veut parler des députés en réaction du avis tranché de Jean-Marc. Docteur, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur Jean-Marc, madame Bouchra. Bonsoir docteur. Et monsieur Christophe, bien évidemment, le patron de l'émission. Oui, monsieur le docteur. Il faut avouer quand même. Oui. Il a beaucoup de connaissances et je suis ravi. Monsieur Jean-Marc, j'ajouterai pas un point à ce que vous dites. Donc, rappelez-vous le passage de la 4e République à la 5e République en 58, quand Charles de Gaulle est arrivé. Oui. Rappelez-vous, il y avait le système parlementaire, on changeait de gouvernement toutes les 2 semaines en France. À l'époque des socialos. Il y avait une instabilité institutionnelle. Même sur la 3e République, on a eu ça aussi. Voilà, donc Charles de Gaulle, quand il a fait une conférence de presse, et il a dit, c'est pas à mon âge que je vais devenir un dictateur. Mais, n'empêche, il a fait tout par ordonnance. Le temps de passer après les institutions de la 5e République, et terminer la guerre d'Algérie. Ça, c'est pour. Maintenant, c'était très réputé qu'on appelait les béni-oui-oui. Rappelez-vous, les béni-oui-oui au Parlement. Donc, ils servaient à rien. On a avancé. On a avancé la France, le nucléaire, le Conseil de sécurité et le développement plus tard des TGV, de centrales nucléaires civiles et ainsi de suite. La France allait passer au niveau république bananière. Donc ça c'est pas trop pour vanter Charles de Gaulle. Donc actuellement, on le savait. Donc et qu'est-ce qu'ils vont faire ces députés? On sait, déjà on n'est pas trop donneur de leçons pour le tiers-monde et surtout les pays francophones. Les anciens pays qui étaient colonisés par Madame la France. Vous voyez, on sait quelque chose déjà au Liban, mon pays de naissance. Et là-bas, c'est jusqu'à maintenant, c'est vraiment, les gens s'arrangent entre chaque confession. Vous n'avez qu'à voir, ils ont mis 3 ans pour élire le président de la République, comme exactement la 4e République, les parlementaires. Maintenant, on entend qu'il y aura le passage à la 6e, République. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, maintenant? Pourquoi faire une 6e République? Déjà, qu'on essaye de bien appliquer la 5e, je pense qu'il y a tous les éléments, tous les arguments. Oui. On peut refaire une réforme c'est la Kim Rail qui n'est pas d'accord avec toi. Constitutionnelle. Oui. Pour ça, on peut avoir des lois organiques. On peut. Aujourd'hui, la 5e, en soi, c'est pas le problème. C'est les institutions qu'il faudra remettre en question. Où est le problème pour ces malheureux ou ces gentils ou ces braves parlementaires, les pauvres? Les pauvres. Vous avez dit, les privilèges. On a connu pire quand même, comme pauvre.
Oui, bah, c'est façon de parler. Ouais, on n'a pas le droit d'insulter les gens, donc il faut. Par contre, excusez-moi, mais c'est pour Monsieur Christophe et j'arrête là parce que c'est pas. Hier, un de vos auditeurs, il m'a dit, oui, je suis médecin et pour mes privilèges, je suis chirurgien gynécologue public. Et je fais beaucoup d'humanitaire. Donc ça, vous le savez, ça fait 6 ans que je contacte depuis le regretté Brahim Hachsmaïn. Rappelez-vous, il y avait Khaled, il y avait tout. J'ai pas honte de dire, juste vous savez mon nom, tout ça, mais moi je veux pas le donner, malheureusement. Un de mes pays d'origine sont en guerre. Je suis chirurgien gynécologue public. Je suis pas dans les cliniques. Ça, c'est à sa connaissance. Merci docteur pour la précision. Allez, on va changer de sujet maintenant avec Bouchra, qui va nous parler donc du sujet de son choix, à savoir les enfants issus de parents divorcés, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc divorce des parents, souffrance des enfants. Près de la moitié des enfants de parents séparés estiment que cette rupture a perturbé leur vie amoureuse. Actuellement, près d'un mariage sur 2 ne dure pas et de 2,9 millions de mineurs vivent avec un seul parent. Les enfants du divorce sont tellement nombreux que leur situation semble totalement banalisée. Et pourtant, leur souffrance est indéniable. Premier constat, cette séparation a des effets à long terme sur la personnalité. Alors que plus de 55% des divorces sont prononcés par consentement mutuel et devraient donc être moins traumatisants, les enfants gardent souvent la peur d'être abandonnés. Ils manquent de confiance en eux et dans les autres, voire ils souffrent de dépression. Certains culpabilisent même. Rares sont ceux qui tirent des bénéfices de cette période en estimant en être sortis plus forts, plus aptes à faire face aux aléas de la vie. Le divorce a également des conséquences sur la réussite scolaire et donc la vie professionnelle ultérieure des enfants. Plus de 56% regrettent avoir écourté leurs études et disent avoir souffert de conditions matérielles peu propices à la course au diplôme ou encore de difficultés de concentration. Pour 41% d'entre eux, cela a eu des répercussions sur leur carrière, notamment ceux qui ont accepté le premier travail venu pour quitter au plus vite le milieu familial. Le taux d'échec au bac augmente nettement en cas de séparation des parents. Il y a 2 moments difficiles pour les enfants lors du divorce de leurs parents, la période de 3 à 6 ans et surtout l'adolescence, car c'est l'époque où le jeune doit rompre avec les images idéalisées de ses parents. Mais pour pouvoir critiquer une image, il ne faut pas qu'elle devienne illusoire. Pour limiter les dégâts, il est conseillé de dire la vérité aux enfants et de ne surtout jamais demander à un enfant de donner son avis sur la situation et encore moins de prendre parti pour sa mère ou pour son père. Il y a aussi les enfants exposés à un contexte de violence conjugale. En effet, l'impact traumatique pour les enfants exposés et témoins des violences conjugales est conséquent et comparable à celui des femmes ou hommes. L'explosion aux violences peut être à l'origine de développement de symptômes de stress post-traumatique et ou une diversité d'effets négatifs affectant tant le développement de l'enfant que ses conduites. Des études ont été menées démontrant que les violences conjugales ont des conséquences importantes sur leur développement. Construction identitaire perturbée, perte de confiance en l'adulte, perte de repères, intégration de la violence comme mode de communication, difficultés scolaires, etc. Je parle d'enfants exposés aux violences conjugales plutôt que d'enfants témoins. La notion de témoin met les enfants en position de passivité face aux violences, éludant l'idée que cette exposition a un impact sur leur développement. À l'âge adulte, ces enfants exposés présentent un risque de reproduire les comportements violents, que ce soit dans la position d'auteur ou de victime. L'âge des enfants est un facteur très important, y compris au stade fœtal. L'exposition en scène de violences conjugales a d'autant plus d'impact quand l'enfant est petit, car pendant la période préverbale, c'est-à-dire lorsqu'il a moins de 2 ans, il n'a pas la capacité de mettre des mots sur ce qu'il ressent, et la scène est intériorisée à l'état brut, sous la forme de sons, de cris, de gestes, de regards, etc. Ces sensations se fixent au niveau cérébral sous la forme d'une mémoire traumatique qui peut ressurgir telle qu'elle dans des circonstances qui rappellent le passé. Il faut que les parents prennent conscience des impacts et qu'ils puissent aider leurs enfants dans une nouvelle vie sans violence, pour une vie où la relation passe par les échanges non violents, et également appliquer les modalités de communication égalitaire à leurs enfants. Enfin, 40% des enfants n'ont pas maintenu de lien régulier avec les parents qui n'avaient pas la garde, le plus souvent leur père. Toutefois, 90% l'ont retrouvé plus tard. Et pour faciliter leur retour à l'équilibre, beaucoup d'enfants demandent à leurs parents de ne pas rester seuls, de se remettre en couple. Même si le nouveau partenaire ou la partenaire n'est pas facilement accepté, mais il n'est jamais facile de faire le deuil de la famille idéale, unie pour toujours et sereine. Et je finirai en vous disant que, sachez que les enfants ont besoin de beaucoup d'amour dans ce moment de grand désamour.
Oui, beaucoup d'amour, c'est ce que je me rappelle très justement. Ce qui laisse un petit peu sans voix, parce que on se dit que quand on fait des enfants, en principe, on les fait par amour, on est censé les faire par amour. D'autre part, quand on désire un enfant, d'autre part, c'est le fruit de deux êtres, et puis souvent, comme dit si bien Bouchra, on a ces enfants sont victimes d'aliénation parentale, c'est-à-dire que vous avez un parent souvent qui dénigre l'autre et qui empêche à l'autre de pouvoir voir cet enfant. Et l'image de l'un est surtout pas faire. Mais il y a aussi une chose que je dois dire, Bouchra aussi, c'est que sur 30 000 non-présentations d'enfants, comme Tassim a dit, c'est souvent les femmes qui prennent les enfants, qui veulent en faire souvent leur propriété. Donc je pense que là aussi, il faudrait que qu'il y ait une loi dessus qui permet justement... La loi ne règle pas tout, mais elle peut mettre des garde-fous pour justement essayer de créer un certain équilibre. Tout à fait. Parce que l'éloignement des enfants de ses parents, c'est quelque chose qui laisse des traumatismes. Mais ce syndrome d'aliénation parentale n'est pas reconnu en tant que trouble par la communauté médicale et judiciaire. C'est-à-dire les enfants qui sont victimes de ça, qui sont traumatisés, ils sont pas reconnus par le médical et le judiciaire, ce qui est quelque chose de catastrophique. Oui, très grave. Et là aussi, il va falloir se pencher dessus pour que ce soit reconnu, parce qu'on a vu quand même aussi dans certains drames, dans certains serial killers, il y avait souvent ce type, je dis pas toujours, mais il y avait souvent ce type de problème. Voilà. Merci Bouchra, oui, tu souhaites rajouter? Tu pouvais pas diffuser le spot juste pour que les gens prennent conscience. Effectivement, pardon. Une des campagnes qu'on a fait avec la fédération, enfin il y en a plusieurs, il y en a un qui s'appelle Cache-Cache. Et là, le cache-cache, on peut pas, c'est plus au niveau visuel, il faudra aller regarder. Je suis désolé. Allez, on le passe tout de suite. Tiens, voilà. écoutez. Hop, ça arrive. C'est l'heure du thé, super. Tiens, chérie. Regarde ce que t'as fait. Quoi? T'en as renversé. Je suis désolée, il y en a qu'un petit peu à côté. Tu dis toujours ça. Désolée. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux rien faire car tu sais rien faire de bien. Mais qu'est-ce que ferme-la! Tiens, prends ça. Les enfants apprennent beaucoup de leurs parents, y compris les violences conjugales. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. Mettez fin au cycle de la violence. Appelez le 3919. Ah ouais, c'est... Voilà. Enfin, moi qui lutte contre les violences faites aux femmes, c'était juste pour vous faire rappeler que... moi je dis toujours les femmes et enfants parce que les enfants, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi je dis pas, je parle d'enfants exposés plutôt que d'enfants témoins parce qu'ils sont exposés aussi et bien évidemment malheureusement on a eu des cas des décès justement suite à des violences conjugales parce que les enfants aussi laissent leur vie. Oui, donc faudrait juste voilà, c'est quelque chose d'alarmant. Le comportement des parents peut être repris même plus tard par les enfants finalement. Tout à fait, et même si le pourcentage banaliser la violence, même si ça reste une minorité, je veux dire, mais c'est quelque chose de très très grave. Tout à fait, et je pourrais rajouter, si tu permets Christophe, je pourrais dire une chose, c'est que les enfants, je vais un petit peu imager, mais volontairement, c'est à peu près comme un disque dur ou une clé USB où on formate, où on fait rentrer des éléments et ces éléments après vont ressortir les choses qu'ils ont reçues. Dans un instant, on parle un peu de Fillon là, et après le j'aime ou j'aime pas et votre 10 minutes de liberté entre 40 et 50 de 17h. Soyez les bienvenus, c'est le grand forum, on est vendredi, nous sommes le 3 février, pardon. Et on est ravis de vous accompagner une nouvelle fois aujourd'hui sur France Maghreb 2. Et en guise de clin d'œil, dans, 1 heure à peu près, pour finir cette émission, on terminera avec le titre de Kerry James, Racaille. Un gros clin d'œil à pas mal de gens d'ailleurs. Le grand forum sur France Maghreb 2, soyez les bienvenus en direct avec nous, Bouchra la Baronne et Jean-Marc Zébélus bien sûr. Alors pour parler un petit peu avant le j'aime ou j'aime pas de Fillon, je vous disais tout à l'heure, François Fillon maintient le cap. Je vous demande de m'aider à résister, a-t-il ainsi déclaré hier soir à ses partisans dans les Ardennes, pendant que la justice, elle, poursuit ses investigations après l'Assemblée nationale. Des perquisitions sont en cours au Sénat. Le Sénat, dont le président Gérard Larcher, un très proche du candidat pourtant, organiserait déjà le remplacement selon nos confrères de l'Obs. Pendant ce temps-là, François Fillon continue de faire comme si de rien n'était, en espérant toujours que l'enquête aboutisse vite ou que l'opinion publique ne tourne en sa faveur. En meeting hier soir à Charleville-Mézières, je vous le disais, il a encore dénoncé les officines, les barbouzeries qui s'activent contre lui. Aujourd'hui, donc, il prendra la pause devant un photographe pour son affiche officielle. Mais pour plusieurs poids lourds de son camp, la partie est terminée. Chez les sarkozystes d'abord, François Baroin et Laurent Wauquiez se démêlent en coulisses pour devenir le plan B. Parmi les fillonistes aussi, la page Fillon est déjà tournée. L'après l'Obs, donc, Gérard Larcher se sent trahi par son candidat. Il s'est résigné à aller chercher Alain Juppé
le seul recours possible et crédible pour le président du Sénat. Gérard Larcher, c'est le deuxième personnage de l'État. Il est respecté au sein des Républicains et son influence pourrait lui permettre de convaincre le maire de Bordeaux de sortir de sa semi-retraite. François Fillon est attendu donc à Troyes mardi, à Poitiers jeudi, mais c'est un candidat en sursis qui fait campagne. Il a demandé à ses troupes de tenir 15 jours, ce qui devrait donner le temps à son entourage d'organiser sa succession et de le débrancher en douceur. C'est un petit peu ce qui se profile à l'horizon. Alors, pour clôturer le tout, je vous en parlais tout à l'heure, hier soir, Envoyé spécial a diffusé une enquête qui nous promettait des révélations, et ce fut le cas avec donc l'interview qu'a accordé Pénélope Fillon en 2007 à un journal britannique dans laquelle elle a déclaré qu'elle n'a jamais été l'assistante de François Fillon, donc de son mari. Écoutez l'extrait de son reportage. Nous avons fini par retrouver un document vidéo de 2007 dont de larges extraits n'avaient encore jamais été diffusés. Une interview de Pénélope Fillon réalisée par un journal anglais. Elle y raconte la vraie nature de sa collaboration avec son époux et met sérieusement à mal la ligne de défense du candidat Fillon. À l'époque, il vient tout juste d'être nommé Premier ministre. La journaliste britannique qui a mené l'interview, Kim Wilshire, n'avait pas conservé les images que nous avons dénichées. Mais elle se rappelle parfaitement de cette rencontre, pas comme les autres. Je me souviens, c'était le week-end férié et j'ai eu un appel en disant si vous voulez interviewer Madame Fillon, c'est demain à 9h. C'était intéressant pour nos lecteurs. C'est la première fois que la femme première ministre était britannique, galloise. Donc il y a beaucoup d'intérêt en elle. Kim Wilshire travaille alors pour le Sunday Telegraph. Vendredi 18 mai 2007, le rendez-vous est fixé dans ce café à 300 mètres de Matignon. 9h, Pénélope Fillon arrive. Un caméraman filme pour le site internet du journal. Elle était toute seule, j'étais assez surprise parce que elle n'était pas avec une assistante ou conseiller de presse. Donc, mon expérience, c'est assez insolite parce qu'on ne se connaît pas. D'ordinaire si réservée, Pénélope Fillon se livre pendant 45 minutes. Que faites-vous de vos journées quand votre fils est à l'école? Eh bien, j'ai toujours vécu comme n'importe qui d'autre. Il y a toujours les choses horriblement ennuyeuses que vous devez faire. Mais Paris est un endroit merveilleux pour faire des choses, des expositions. Je me suis inscrite à l'université. Ah oui, dans quelle matière? Anglais. Ah bon, littérature anglaise ou... Oui. Et vous en êtes où? Oh, je viens tout juste de démarrer. Donc... Et qu'est-ce qui vous a décidé à faire ça? Eh bien, je me suis soudain rendu compte que tout ça, vous savez, le tourbillon avec les enfants... Si je n'avais pas eu le dernier, je serais sans doute allée chercher un travail. Mais... Je me suis tout à coup rendu compte que les enfants ne me voient que comme leur mère. Alors je leur explique, vous savez, j'ai un diplôme de français, j'ai fait du droit, j'ai eu le concours d'avocat, je suis pas si stupide. Je me suis dit que ça me remettrait au travail, que ça me stimulerait. Elle révèle les détails d'un quotidien qui ressemble fort à celui d'une mère au foyer. Puis elle poursuit et précise son rôle aux côtés de son époux François. Est-ce que vous vous êtes impliqué dans ses campagnes ou sa carrière politique? Oui, je l'ai fait. Enfin, en plus des enfants. Je l'ai toujours accompagné dans ses campagnes électorales, les meetings, pour aider. Je faisais ce genre de choses, glisser des prospectus sous les portes. Parce que j'aime bien me mettre au fond de la salle et écouter les commentaires que les gens font sur ce qu'il dit. C'est quelque chose que je faisais quand il était maire de Sablé. J'allais dans les associations de personnes âgées, des choses comme ça. Mais rien de plus, rien. Attention, écoutez bien la suite.
Pénélope Fillon va répondre à la question que tout le monde se pose. Je n'ai jamais été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne m'occupe pas non plus de sa communication. Pour ne rien trahir de ses propos sans équivoque, les voici, cette fois en version originale. Voilà pour cet extrait donc qui a été repris maintenant dans toute la presse depuis ce matin. Donc Pénélope Fillon en 2007, lorsque François Fillon a été nommé Premier ministre, déclarait à ce journal britannique que elle n'a jamais été l'assistante parlementaire ou même conseiller en communication de son mari François Fillon. Ça fait mal, non? Oui. J'ai l'impression d'une femme soumise. C'est ce que j'allais dire. Elle est sous emprise. Voilà, j'ai l'impression. Après, je peux me tromper. Ce n'est que mon avis. Ça n'engage que moi. Mais j'ai l'impression d'une femme soumise. Et puis, je dirais, c'est la conséquence d'une mauvaise communication de Monsieur Fillon, très certainement, qui fait que les choses vont aussi loin. Tarek Mami, bonsoir. Tarek? Ah, il est où Tarek? Il était là, Tarek. Je sais pas où il est. On l'a perdu. On va le rappeler tout de suite alors, ne vous inquiétez pas, parce qu'il souhaitait donner son avis, Tarek Mami, sur le sujet. Donc on va le rappeler dans quelques instants. Il est un petit peu souffrant, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. On va le rappeler bon tout ce pas. rétablissement, Tarek. Hein. Bah vous inquiétez pas, il a le cuir dur, il n'y a pas de problème. Voilà, pour qu'il puisse nous donner un petit peu son sentiment sur cette affaire Fillon, hein, qui n'en finit pas bien sûr de faire couler beaucoup d'encre. Mais quand on voit la Pénélope justement, quand elle parle vis-à-vis de ses enfants, qu'elle a fait des études, qu'elle a, enfin voilà, elle dit en fait, elle se rassure en fait elle-même. Mais je suis intelligente, mais je suis, enfin voilà, ça c'est le comportement. On a beaucoup, ça c'est une femme sous emprise. Sous emprise. Elle est sous emprise pour moi. C'est même pas soumise, c'est sous emprise. Elle voudrait se valoriser. Voilà. Hein, elle essaie de se rassurer, de se valoriser en fait elle-même. Je ne suis qu'une mère. Auprès de ses enfants. Je suis qu'une mère. C'est horrible. Hein. Je ne suis capable que d'une chose, c'est d'être. Tarek Mami, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à Bouchra, bonsoir à Jean-Marc et bonsoir à tous les auditeurs. Excusez-moi, je suis un peu fatigué aujourd'hui, donc je n'ai pas pu être des vôtres sur place, mais en quelques mots sur Monsieur Fillon, je crois qu'il y a 3 éléments à retenir. D'abord, ce que Monsieur Fillon est coupable et responsable. Il est d'abord responsable de ses actes. Je rejoins le point de vue de Bouchra et de Jean-Marc. Je pense même quelque part qu'il est en train d'imposer à son épouse un sort qu'elle n'aurait pas souhaité, et il aurait été plus plus fin de reconnaître dès le départ, dès l'apparition de l'article du Canard enchaîné mercredi il y a 8 jours, que effectivement ça s'est passé comme ça, que ça correspond à l'ère du temps, parce que nous parlons en 2016 de quelque chose qui s'est passé pour la première fois en 1997. Il l'a pas fait, il n'a pas eu le courage. Ça, c'est l'appât du pouvoir. C'est des gens qui attendent pendant des siècles pour arriver à ce poste. Et quand tu vois la porte de l'Élysée s'ouvrir, leur propre acte les ferme. Ça, c'est pour la responsabilité. Pour la culpabilité, elle va dans le même sens. Il se croit, lui, comme beaucoup d'autres, qui sont au-dessus des citoyens et du pays. Il se croit capable de tout faire sans que personne ne puisse leur reprocher. Troisième chose, c'est Monsieur Moral qui tombe plus bas que terre. C'est pour ça qu'il faut toujours être humble dans la vie et avancer doucement et s'arrêter de donner des leçons pour les autres. Je rappelle 2 phrases de Monsieur Fillon. La première, c'est la fameuse phrase « On voit mal le général de Gaulle se présenter s'il était mis en examen ». Ça, c'était pour sortir hors du ring Monsieur Sarkozy, qui d'ailleurs doit savourer dans son 16e arrondissement ce que Monsieur Fillon subit. La deuxième phrase, elle est encore plus grave. Elle dit il faut être propre quand on veut accéder à ses responsabilités. Mais Monsieur Fillon n'est pas le seul responsable ni le seul coupable. Sont responsables, à mon sens, tous les députés depuis le début de la 5e République en 1958, puisque rien n'est jamais fait
pour mettre de la transparence dans leur comportement. Et quand de temps en temps il y a un scandale comme celui de M. Cahuzac ou d'autres sort, au lieu d'en tirer les conséquences, ils essayent de s'enterrer comme des autruches. Par exemple, dans la foulée de l'affaire Cahuzac, certains députés, et notamment l'histoire est comme ça, Monsieur de Rugier, donc le candidat écologiste aujourd'hui à la présidentielle, avait proposé qu'on affiche sur le site internet de l'Assemblée nationale et du Sénat et dans tous les documents les noms de tous les collaborateurs de chaque député avec leurs coordonnées, dit-il, d'abord pour la transparence et deuxièmement pour que les gens sachent qui travaille avec qui et peuvent éventuellement prendre en contact pour travailler. Eh ben, figurez-vous qu'une majorité, notamment issue de la droite du Parti républicain, avec Monsieur Jacob, président donc du groupe parlementaire LR, se sont opposés contre cet amendement et ont renvoyé à une autre fois. Troisième chose, les hommes politiques ne veulent pas fixer le nombre de mandats, le fameux donc fait que quelqu'un reste dans ses partis et dans ses postes pendant une trentaine d'années. Autre chose, ces mêmes élus refusent de rendre transparent. Il a fallu qu'il y ait le scandale Cahuzac pour que le président Hollande institue cette nouvelle commission, cette autorité de la transparence et ce bureau donc qui est aujourd'hui justement en train d'enquêter sur l'affaire de Monsieur Fillon. Et c'est pour ça que Monsieur Fillon dit que c'est la faute de la gauche, c'est un complot de la gauche, parce que c'est le nouveau parquet donc financier nommé par la gauche qui est en train d'aller très vite dans cette enquête. Quand on regarde tout ça, qu'est-ce qui empêche dans un pays comme la France de commencer à s'approcher du modèle de la Norvège où chacun en transparence respecte parce que vous avez qu'on a droit, et j'en termine là pour M. Fillon, peut-être pour un mot sur le terrorisme dans quelques minutes, en Norvège, une ministre a dû démissionner parce qu'elle a utilisé sa carte professionnelle pour des achats personnels et qu'elle a remboursé 2 jours après la totalité de la facture. On lui dit non madame, vous n'avez pas votre facture, votre carte bleue personnelle, vous faites pas les courses, c'est à vous de vous organiser. D'autres ont été démissionnés parce qu'ils ont dépassé le quota. Par exemple, quand vous êtes député ou ministre norvégien et que vous partez en mission ou que vous allez dans un hôtel, c'est maximum 80 €. Par nuit et par personne. Vous dépassez ce montant, vous devez payer. Si vous oubliez de payer les 40 € parce que vous avez pris un hôtel à 120, vous démissionnez, et ainsi de suite. Il n'y a pas 4 garde-corps par personne. Pourquoi? Parce que d'abord la société respecte ses représentants, mais la société respecte ses représentants parce que ses représentants font tout pour être respectés et ne se font pas donc insulter ou gifler. Dernière chose sur M. Fillon, et je trouve ça, la presse n'en parle pas beaucoup, et c'est une honte pour tous ceux qui ont vu, quand un citoyen hier dans la rue a crié M. Fillon démission, il a été plaqué par terre par les agents de sécurité. En clair, il a subi ce qu'a subi les jeunes qui a voulu ou qui a giflé M. Valls, sauf que ce jeune a touché à la personne de M. Valls et la personne hier donc à Charleville-Mézières n'a fait que crier de loin M. Fillon démission, il se retrouve par terre. La classe politique doit définitivement essayer de tirer la conséquence de tous ces faits pour comprendre que ce sont des citoyens comme les autres et qui ne sont pas au-dessus des citoyens français qui les élisent. Merci Tarek. Alors juste une petite chose par rapport à une information de dernière minute, on n'a pas le temps, il faut qu'on enchaîne rapide. L'assaillant de ce matin a été identifié, il s'agirait d'un Égyptien de 29 ans qui vient de débarquer en France. Voilà, c'est ça. Donc pas plus d'éléments pour l'instant. Si je puis dire à Tarek pour ajouter un petit mot, je dirais qu'ils sont jugés partis. Donc les propres lois contre eux, c'est eux qui les votent, donc ils sont pas prêts à les voter. Et tout ce méli-mélo, ça représente 20% des parlementaires qui sont dans la même situation que Monsieur Fillon. Allez, on va passer au j'aime ou j'aime pas Tarek. Je rajouterai, si vous permettez, regardez le montant de la retraite d'un député qui a fait 2 mandats et 3 mandats. 2 000 € par mois.
Voilà, et la retraite, et regardez ce qu'un citoyen normal doit travailler pour atteindre le SMIC. Oui, c'est Bouchra. Hakim, j'ai eu un message d'Hakim qui dit l'ensemble des citoyens français doivent réclamer la 6e République. Oui, bien sûr, on l'attend. Ouais, mais bon, on c'est l'attend pas grand pas la 6e. Allez, on enchaîne tout de suite avec le j'aime ou j'aime pas. Tarek, vous restez avec nous, comme ça on va le faire avec vous, mais faut que ça aille vite, hein, parce que sinon les auditeurs vont nous lâcher. Ouais. Allez, on enchaîne tout de suite avec le j'aime ou j'aime pas avec la France justement, les retraités des Chibani. Soutenu par un projet de loi déposé au Parlement, puisqu'il vise donc à rétablir, c'est important, hein, à rétablir au profit des retraités maghrébins les mêmes dispositions que celles dont jouissent leurs concitoyens français installés à l'étranger. Oui. J'aime pas ou je m'en fous. J'aime. Ah, bien sûr, c'est quelque chose de J'aime positif. beaucoup, mais ça ne se fera pas au vu de la clôture de cette session. Emploi, EDF annonce une réduction de 5900 postes en 4 ans sans licenciement. Je n'aime pas parce qu'il vient de gagner 2 grands marchés à l'international, notamment en Arabie Saoudite, que l'argent va couler à flot. Mais c'est de la mauvaise gestion de la direction ancienne et celle d'aujourd'hui. Donc on n'aime pas, hein, personne n'aime. Marseille, des policiers en voile intégrale et en camis pour interpeller un dealer. Ça ne s'invente pas. Hein. Ah oui. Oh, j'avais entendu ça dans un film. Ouais, non mais c'est vrai, la vidéo fait le buzz d'ailleurs sur internet. Hein. Jean-Marc, vous l'avez vu? Non, je n'ai pas vu, mais il faut rigoler, je dirais. Non, mais c'est une catastrophe. Enfin, non, là où on va, quoi, c'est. Algérie, les élections législatives fixées au 4 mai. J'aime et on verra bien ce que ça donnera. Hein. Ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je dis, face à l'austérité, la grogne sociale monte en Algérie, c'est ce qu'écrit le journal La Croix. C'est-à-dire ils écrivent donc ce titre, ils sont en train de dire que à cause de l'austérité, la grogne sociale est en train de monter en Algérie avec des manifestations, etc. C'est ce qu'a titré hier, mercredi avant-hier, le journal La Croix. Je dirais prudence, attention, récupération. Attention, ouais, c'est surtout ça. Idem, c'est difficile de dire j'aime ou je n'aime pas ce genre de choses. Attention. C'est délicat là. Voilà. Récupération. Le Maroc condamne fermement l'attaque d'une frégate saoudienne au Yémen. Oui. Non, je n'aime pas, parce que l'Arabie Saoudite, le Maroc, dans cette affaire, juge est parti. Lui-même participe d'une certaine manière à la guerre contre les Yéménites. Et puis après, on condamne quand celui qui a attaqué se défend. Très bien. Allez, la petite dernière, c'est pour vous, Tarek. La Tunisie, l'instance électorale confirme la tenue des élections municipales pour l'année 2017, pardon. J'aime beaucoup parce que ça tangue et en fait c'est la situation des militaires, est-ce qu'ils votent, est-ce qu'ils votent pas, qui faisait traîner ce dossier depuis 2 ans. Mais les Tunisiens s'expriment au niveau local comme ils l'ont fait au niveau national. Jean-Marc? Oui, j'aime. Il faut des élections, faut répondre à la volonté du peuple, aller dans le sens de la démocratie. Tout à fait. Bouchra, tu confirmes? Oui, pareil. Très bien. Eh bien, c'était le j'aime ou j'aime pas aujourd'hui pour ce vendredi 3 février. Allez, mon cher. J'ai une minute sur le terrorisme, Christophe, juste pour dire que les stratèges, en fait, de Daesh, chez Daesh ou d'autres groupes terroristes, sont là pour perturber toute bonne marche de quelque chose dans un pays quelconque. Et comme aujourd'hui, j'allais dire, s'ils étaient, c'est difficile ce que je veux dire, mais s'ils devaient être stratèges, ils n'interviendraient pas à un moment où la France vit une difficulté avec Fillon, sans Fillon, mais peut-être que c'est justement à cause de Fillon que cet acte est fait, puisque Fillon veut changer de regard pour s'approcher de la Russie et que eux, ils sont contre la Russie aussi. Merci Tarek, prompt rétablissement à vous. Un prompt rétablissement. Oui. Merci à vous tous. Merci Tarek, merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. On va enchaîner tout de suite avec notre espace de liberté un petit peu réduit aujourd'hui, mais bon, l'actualité était là et il fallait que chacun s'exprime. C'est parti, mesdames, messieurs, que vous soyez de Marseille, de Dijon, d'Alger, de Casablanca, de New York City, de Québec, de Montréal ou d'ailleurs. 01 40 33 9000 00 33 1 40 33 9000. C'est le moment de décrocher votre téléphone si toutefois vous avez envie de parler à la radio, de vous dire ce que vous voulez en toute liberté. On vous accueille. La règle, c'est le prénom et la ville d'appel. Allô, bonsoir. Salut Christophe, salut mes amis, et à toutes les personnes qui sont sur le plateau avec toi. Salut à tous. Abdel d'Orléans. Ouais. Salut. Oui, Abdel d'Orléans, c'est ça. Donc je vais tout simplement répondre une réponse assez simple et courtoise. Tout ce qui se passe en ce moment avec l'islam, ils n'arrêtent pas de dire Allahu Akbar à chaque fois que ça passe à la télé.
au lieu d'étouffer l'affaire, de faire leur enquête, comme on dit, et puis être sûr vraiment que, voilà, c'est sont des musulmans éventuellement, mais c'est même pas des musulmans parce que les musulmans ne tuent pas, ce sont pas des terroristes. Un terroriste n'a pas d'origine, n'a pas de race, n'a rien. Donc maintenant, il faut qu'ils arrêtent leur connerie, les médias, parce que ceux qui maîtrisent les médias, c'est eux qui sèment la pagaille dans le monde et pas plus chez nous, dans le monde entier. Voilà, ça sera mon dernier mot. Merci Abdel. Ciao, ciao, bon week-end du côté d'Orléans. 102.6 la fréquence pour nous écouter bien sûr là-bas. Bon week-end. À Orléans, 01 40 33 9000. Profitez-en, il y a quelques minutes. Vous nous appelez pour nous transmettre une information, un truc qui s'est passé près de chez vous, réagir à ce que vous avez entendu, engueuler Jean-Marc Bouchra. N'hésitez pas. Ou Tarek bien sûr, mais pas trop quand même. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Prénom, ville d'appel. Oui, allô. Oui, allô, bonsoir. Prénom et ville d'appel. Salam. Prénom et ville d'appel. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom et votre ville d'appel, cher monsieur. C'est Abdallah, parisien. Abdallah, très bien, monsieur Abdallah, on t'écoute. Je souhaite tout d'abord vous remercier toute l'équipe France Maghreb 2, en commençant par vous, monsieur Tarek Mani, pour vos fines analyses, votre courage et votre optimisme. Je tiens également à remercier vous, monsieur Christophe Fro, pour votre professionnalisme, votre écoute active et votre esprit d'équipe. Je tiens également à remercier notre papa et ami, monsieur Amar, pour sa sagesse, pour son humour et pour sa connaissance qu'il nous transmet tous les jours. Je remercie également toute l'équipe du Grand Forum, monsieur Terak, monsieur Zébélus, monsieur Rahal, madame Anan et toute l'équipe. Excusez-moi pour tout ce que j'ai oublié. Merci infiniment. Je tenais à saluer l'initiative de monsieur Fro sur l'idée de nous unir sur une seule et même voie. Je tenais également à donner mon avis sur ce qui se passe d'un point de vue politique, les débats ainsi que ce qui se passe actuellement. Donc, je souhaiterais Abdallah, proposer... Oui. On n'a pas beaucoup de temps, donc faut que tu ailles vite, mon ami. D'accord, très bien, merci, excusez-moi. Je t'en prie. Par rapport à tout ce qui se passe et ces côtés obscurs des actions du paysage politique actuel français, je tenais à faire la lumière, et vous l'avez déjà très bien fait l'année dernière, sur monsieur le futur président des Français, monsieur François Asselineau, qui incarne un vote d'unité de la France et des perspectives positives depuis plus de 10 ans, donc il nous les a expliqué déjà depuis pratiquement là bientôt 10 ans. Monsieur François Asselineau défend des valeurs telles que l'éthique, l'abnégation, le courage, la diplomatie, la générosité, l'humour, l'humilité et la vérité. Et je pense que dans ce contexte actuel, il serait préférable de mettre en valeur monsieur François Asselineau, qui, je pense, incarnerait de très beaux espoirs pour la France. Merci Abdallah. Merci, on a bien compris. Merci beaucoup. À très bientôt. Sophia, oui, qu'est-ce qu'il y a, Sophia? Bonjour. Oui, bonjour à tous. C'est juste, je vais me permettre de parler au nom de toute mon équipe. Merci Abdallah. Merci de cette politesse, de cette douceur, de cette gentillesse, ça fait du bien, amabilité. Et c'est vraiment pour des auditeurs comme ça qu'on est fiers de faire partie de cette équipe et de faire partie de la même famille que vous, qui est la France Maghreb Family. Allô, bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Bonsoir, prénom et ville d'appel. Je m'appelle Ousna, je vous appelle de la Marne. Ousna, c'est ça? Oui. Ousna, oui. Takbeilit. Ouais. C'est Takbeilit. Takbeilit. Ah oui, d'agorom. Ah oui, d'amen. Ah oui, d'amen. On t'écoute, Louis. Ah, Zolflem. Zolflem. Un grand coup de gueule contre tous ces... Quoi? Déjà un grand coup de cœur pour les journalistes qui n'ont pas peur de dévoiler ces choses sales de notre politique, mais surtout un grand coup de gueule contre tous ces politiques et tous ces médias pro-israéliennes qui se permettent de critiquer ou de parler au nom de l'islam alors qu'ils sont loin de connaître l'islam. À quand les musulmans vont enfin prendre la parole et parler de leur religion en leur nom et arrêter de laisser des ignorants nous salir matin, midi et soir? Un grand coup de gueule. Merci pour le coup de gueule. Un pays égalitaire et la même loi pour tous. On ne parle pas de ce qu'on ne connaît pas. Et quand un sujet comme le Coran, comme l'islam est d'actualité, s'il vous plaît, appelez des gens qui se positionnent en tant que musulmans et non pas des personnes qui se cachent
comme anti-musulmans et pro-israéliens. Il y en a ras-le-bol de ça. Merci Louisa, à bientôt. C'était ton coup de gueule, on l'a entendu. Merci. Et voilà, merci. On s'arrête là malheureusement parce qu'on n'a plus le temps. Ce fut court, mais intense. Sympathique. Intense, effectivement. Dans un instant, les coups de cœur, pardon. Oui, voilà, on s'y perd. Coup de cœur. Jean-Marc Moi, j'ai un coup de et cœur, Bouchra qui va nous livrer un poème. Dans un instant, ne bougez pas tout de suite. Comment t'as dit ça? LGF, le grand forum, il nous reste 5 minutes pour les coups de cœur. Il y en a 2 au total. Le coup de cœur de Jean-Marc et de Bouchra. On va commencer par Jean-Marc. Allez, jingle. Attends, jingle. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Allez, le coup de cœur. Voilà, Jean-Marc, on t'écoute. Alors, mon petit coup de cœur, c'est à mon cher ami et tendre ami qui s'appelle Hakim. Hakim. Donc, défenseur des murs. Et moi, je dis aujourd'hui, qui sont ces pays qui érigent des murs? Donc, alors, la Hongrie a conçu une clôture avec la Serbie pour empêcher les migrants de passer. Donald Trump veut ériger un mur complet entre les États-Unis et le Mexique. La planète se barricade encore un peu plus cette année, mais la construction des murs frontaliers est loin d'être un phénomène nouveau. C'est-à-dire que ça a toujours existé quelque part. Les murs se situent sur tous les continents, mais ils sont plus présents en Europe et au Moyen-Orient. Certains pays n'ont construit qu'un seul mur, d'autres plusieurs. Israël, par exemple, a érigé de nombreuses barricades à ses frontières avec des pays arabes, etc. Et on en connaît la raison. Ces barrières ont souvent plusieurs fonctions. Certains murs ont pour but de bloquer l'immigration, comme les murs espagnols en Afrique du Nord ou encore celui de la Hongrie à sa frontière avec la Serbie. D'autres sont érigés pour des questions territoriales, pour une question de sécurité ou encore pour lutter contre la contrebande. Les Romains et les Chinois ont construit des murs pour protéger leur empire. De nombreux autres peuples l'ont fait aussi. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, l'équipe frontière de la chaire Raoul d'Andura à l'Université de Québec à Montréal a recensé une 60aine de murs construits ou en voie de l'être. Certains de ces murs sont nés à la suite de la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la paix, comme celui entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ou encore celui entre l'Inde et le Pakistan. La chute du mur de Berlin a ensuite ravivé les espoirs de monde moins divisés. À ce moment-là, il ne restait qu'une quinzaine de ces barrières dans le monde. Mais l'histoire nous réserve souvent ses surprises. Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont stimulé la construction de nouvelles barrières. Ces murs sont anti-tout, c'est-à-dire qu'on utilise ces murs pour tout, à bon escient, pour tout prétexte fallacieux. Ils sont anti-migratoires, ils sont anti-terroristes, ils sont anti-trafic, c'est-à-dire la panacée, carrément. Qui érige, alors les gens qui érigent ces murs, c'est des gens qui souvent veulent faire plaisir à leur électorat, à leurs concitoyens, veulent déplacer les problèmes qu'ils sont pas capables d'appréhender pour pouvoir justement faire face à la population. Donc ils disent c'est la faute des immigrants, c'est la faute de ceci, donc on fait des murs. Donc c'est en fait une panacée, c'est un médicament, c'est un moyen en fait de détourner l'attention très très souvent. Je pourrais dire que ce sont souvent des murs de fumée. Par ailleurs, que les murs rendent plus difficiles les allers-retours. Résultat, ils forcent les migrants à rester dans le pays une fois qu'ils y sont arrivés. Voilà, la contradiction du mur. Ils forcent aussi aux gens, une fois qu'ils l'ont traversé, de ne pas retraverser une deuxième fois, de peur de se faire prendre. C'est notamment le cas des Mexicains. Les travailleurs mexicains migraient vers la vallée impériale en Californie pour la saison de la récolte et retournaient ensuite dans leur pays. Maintenant qu'il y a un mur, ils y restent, ils vont pas prendre le risque une deuxième fois de franchir le mur. Et d'autre part, traverser ces murs à la frontière à l'aide de passeurs. Ce sont les passeurs qui vont organiser ces passages à travers les murs. Et ce sont des frais qui sont souvent élevés. Et les Mexicains, souvent, ne peuvent pas payer 2 fois le passage du mur. Sinon, ça prendrait tout ce qu'ils ont gagné. Donc, ils préfèrent y rester. La construction d'un mur coûte cher. Selon l'équipe frontière, chaque kilomètre coûte $1 million. Et ce montant gonfle à environ $6 millions lorsque le mur se situe dans une région où une construction est plus difficile. Donc, je me suis un petit peu appuyé sur l'étude de Elisabeth Vallée, quoi qu'il faudrait s'attaquer à la source du problème plutôt que d'ériger des barrières. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un prétexte politique. Les conflits sont dans le monde et les changements climatiques qui engendrent par exemple de la sécheresse sont la source des migrations et donc de la création de la plupart des murs. Donc ça veut dire qu'on crée des problèmes chez les gens par l'activité humaine, par la déstabilisation politique et on leur demande, messieurs, restez chez vous dans la merde qu'on vous a créée, tout simplement.
Allez, tac, Hakim, c'est pour toi ça. Bouchra, pour terminer cette émission en beauté avec un petit poème signé Barhan El Fakar. Bahran El Fakar, tout à fait. Et j'aurai un petit extrait qui rejoint justement le coup de cœur un extrait justement d'un des poèmes de Bahran qui rejoint justement son coup de cœur. Donc je vais vous faire la lecture d'un des poèmes du recueil de Bouy, La peau aime les mots de Bahran El Fakar, et qui rejoint justement mon avis tranché d'aujourd'hui. Donc je vous le lis et puis je vous lirai le petit extrait rapide parce qu'on est super en retard. Oui, ça va être très très rapide. Donc dis à maman, à papa, à tous les enfants de Di. 30 ans que je vous le dis, seul dans mon lit, j'ai arrêté d'être un enfant depuis votre dit. Ce non-dit a mouillé mes draps et blanchi mes nuits. Papa, j'ai 5 ans, j'en suis au lundi de ma vie. Je t'en supplie, aime maman jusqu'à vendredi. Je vous aiderai, Dieu aussi, jusqu'au prochain vendredi. Papa, tu m'as manqué. À m'en ronger les dents, la nuit, j'étais peureux à l'école. Mais à 5 ans déjà, j'ai écrit. Tu aurais été fier. Si tu verrais comment j'ai gagné toutes ces billes. Maman, pardonne-lui, encore une fois, autant que toutes ces billes. Je les ai comptées, on peut en faire toute une vie. S'il vous plaît, maman, sauvez-moi. Mes copains se soucient des choses de petits, moi des choses de grands. Mon corps n'a pas l'âge de ma vie. Souvenez-vous, un jour, vous vous êtes choisis. Ne laissez pas ce juge me condamner. Vos éclats de rire, caresses et regards complices sont et seront mes plus bons réglisses. J'ai une parade à votre dit. Vous n'aurez qu'à divorcer au paradis. Et donc, c'est tiré du recueil Bouy, La peau aime les mots de Bahran El Fakar. C'est très beau. Je vais vous lire c'est juste un court extrait justement d'un de ses poèmes qui rejoint le coup de cœur de Jean-Marc. Mais qu'il est petit ce mur qui sépare ton animalité de ma dignité, comparé à d'autres murs que vous bâtissez entre vos humanités. Voilà. Hakim, je te fais un big up. Voilà. Bahran. C'est pas Hakim. Non mais c'était pour Hakim. Ah oui. Voilà. Hakim aussi. Voilà. Hakim Ral, qu'on salue toute la team du LGF. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup Bouchra. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci Christophe. Merci Bouchra. Ça fait un réel plaisir de partager ce moment avec toi et avec Christophe et à Sophia. En plus, Sophia est restée avec nous aujourd'hui. Et à tous les auditeurs, merci à vous. On a besoin de vous. T'es restée sage, Sophia. En plus, tu nous as mis un peu. Tu nous as mis un peu de musique pour nous ambiancer et tout ça. Tout ça. Oui. Ouais. Effectivement. Bon, alors le grand forum qui se poursuit dans un instant avec la Myanmar et puis le coup de cœur musical à découvrir, bien sûr. Je vous invite à rester fidèle puisque la semaine prochaine, le grand forum sera en mode best-of puisque voilà, je prends quelques jours. Histoire d'aller me ressourcer à la montagne et pour mieux vous retrouver bien sûr rapidement avec toute ma fine équipe dont je suis vraiment très fier, dont fait partie évidemment Bouchra et Jean-Marc. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver le lundi 13 février, la veille de la Saint-Valentin, la pire connerie que on n'ait jamais inventée d'ailleurs. Pourquoi tu dis ça? Parce que pour moi c'est du commercial, j'ai pas besoin de la Saint-Valentin pour dire à ma femme que je l'aime. J'ai pas besoin de cette Saint-Valentin pourrie pour lui offrir un cadeau. T'es pas un bon consommateur. Voilà, je déteste tout ce qui est commercial. T'es pas un bon consommateur. Non. Il dit ça, mais à tous les coups il va quand même lui acheter une petite fleur. C'est pour ça qu'on l'aime notre Christophe. Non, je vais lui acheter un parfum. Parce qu'il y a 25% chez ses parents. Nous ne savons pas ce qui se passe sur l'oreiller et cela ne nous regarde pas. Non, on va pas aller jusque là, Jean-Marc. Cela ne nous regarde pas. Ouais, tout à fait, absolument. Mais bon, en fait, voilà, c'est que vous, mesdames, vous êtes tombés dans ce piège et que si on a le malheur de pas vous offrir un cadeau, on est tout de suite mais nous, on est considérés comme. Non, mais c'est bien la Saint-Valentin pour les aigris, pour les égaux. C'est un moyen de. Ça peut être aussi un post-it avec un petit mot. C'est pas voilà, c'est plus l'intention qui est importante. C'est un petit rappel. Pourquoi pas? On n'y est pas encore. On en reparlera peut-être à l'occasion. Bouchra, à bientôt. Merci beaucoup Jean-Marc. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bon week-end. Soyez peace, soyez paix, soyez amour. Et tout de suite on retrouve la Myanmar pour l'éphéméride. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.